Bonjour et bienvenue dans cette quatrième édition de 7ème fréquence. Aujourd'hui, on va parler de cinéma. Et d'ailleurs, le programme, il a un petit peu changé contrairement à d'habitude, puisqu'on a ajouté une nouvelle rubrique et le jeu du choix a changé. Il est un petit peu plus intéressant. Mais avant ça, j'ai la chance d'être accompagné de Joss, Salut. de Romu, salut, et de Jérém. Salut, salut. Bon, vous êtes chaud pour parler de cinéma, messieurs? Totalement. Toujours. Yes. Alors, du coup, on va commencer par News Cinéma. C'est une news d'ailleurs qui a été postée par Joss sur les réseaux sociaux si vous suivez 7ème fréquence. C'est le casting de The Batman et on va parler du commissaire Gordon incarné par Jeffrey Wright. Est-ce que vous voyez qui c'est l'acteur? Bien sûr. Moi, j'ai pas d'image là. Je vois pas, je me rappelle plus. C'est qui? C'est un black, non? Ouais, c'est un black, en effet. Du coup, Joss, toi, vu que je sais que t'es pas mal impliqué The Batman, on ne dira pas pourquoi, je pense que les gens sont au courant maintenant. Est-ce que t'es content ou pas de ce choix? Honnêtement, oui, pourquoi pas. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui râlent par rapport à la couleur de peau du commissaire Gordon et tout ça. Bon, honnêtement, moi, ça me dérange pas. Je trouve que c'est un bon acteur, il a quand même du charisme. Puis après, le commissaire Gordon, c'est quand même un personnage important de Batman, mais ce n'est pas non plus, voilà, c'est pas Batman, c'est pas le Joker. Donc, peu importe, tant qu'il a du charisme et qu'il fait bien le job, voilà, moi je pense que c'est un bon choix et pourquoi pas. Du coup, avec le casting qui vient s'étoffer de semaine en semaine, notamment avec Catwoman, je crois, il y a un peu plus d'une semaine, comment toi tu commences à pressentir le film? Alors moi déjà j'avais assez confiance au film parce que j'aime bien Matt Reeves, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait sur la planète des singes, donc j'étais assez content que ce soit lui. Le choix de Robert Pattinson j'avais beaucoup aimé parce que je trouve qu'il y avait un vrai choix de cinéma, quoi. Il tentait quelque chose. Après au niveau du casting du coup je suis assez content pour tout le monde, il n'y a que Zoé Kravitz que j'ai un petit doute, où je suis assez un petit peu réticent, mais voilà, moi je juge que le moment au moment du film, donc peut-être qu'elle va me surprendre et je demande que ça. Ok, c'est un film que t'attends tout particulièrement, non? Ah ouais, carrément, ouais. Je t'avoue, J'en je peux suis plus, aussi très hype pour Robert Pattinson en Batman. Jérém, toi, tu l'attends le film? Moi, j'attends énormément. Et là, je viens de voir en plus c'est qui Jeffrey. Donc, c'est le mec de il y a dans Westworld, que je dis pas de bêtises. Ouais. Franchement, c'est un bon choix. Je vois pas pourquoi on saoulerait qu'il soit noir et tout. Il peut très très bien jouer. Et pourquoi pas, ça pourrait changer un petit peu. Mais Pattinson, je suis extrêmement content qu'il joue Batman. Je pense que c'était un choix très pratique et très utile. Je pense qu'il fera totalement le job. Et ouais, c'est un fichier sombre et qu'ils nous le promettent un peu comme Joker. Ça peut être assez énorme. Ok. Alors, moi, il y a un truc, une question vraiment qui me vient en tête. Pattinson, il a une carrière excellente, je trouve, pour les cinéphiles notamment. Il y a 2-3 haters qui vraiment le détestent, mais bon, ça doit être physique, je suppose. Mais pourtant, tout le monde a l'air d'apprécier au global le fait que Pattinson ait été casté. Moi, le premier d'ailleurs, puisque je le trouve excellent. Comment Romu t'explique ça, toi? Romu me regarde en mode qu'est-ce que tu me dis? Je te demandais comment tu pouvais expliquer que la réception de Robert Pattinson en Batman était aussi bonne. Est-ce que tu as une idée de pourquoi les gens sont aussi contents ou pas? Je pense que tu t'as tout dit, en fait. Il a une certaine carrière. Donc après Twilight, il a fait pas mal de choses. Ouais. C'est pour ça qu'il a été bien reçu, à mon avis. Ouais, mais le truc, c'est que Joss, je crois que ça doit être toi qui as vu le plus de films de lui. Le truc, c'est que si on n'est pas cinéphile, je pense pas qu'on connaisse la carrière de Pattinson après Twilight. Non, Ouais, c'est le problème, ouais. C'est un peu le problème, et je pense que les gens ils sont restés sur Twilight, tu vois. Parce qu'il fait pas des films qui font des millions d'entrées, c'est quand même beaucoup de films d'auteur qu'il a fait et qu'il continue de faire. Et pas de gros blockbusters, et voilà, je pense que les gens ils sont restés un peu cantonnés à Twilight, et là, pour le coup, entre le prochain Nolan et Batman, les gens vont certainement le découvrir plus en profondeur. Ça ferait plaisir. Moi, je pense justement que les gens, ils ont changé d'avis, on va dire, sur un peu Robert Pattinson, parce que je pense que ça fait longtemps, Twilight aussi, tout simplement. Ça fait très longtemps, donc voilà, les gens, ils ont perdu l'image de Twilight. Ils redécouvrent un nouvel acteur, un peu pour eux. Voilà, parce qu'il a changé comme depuis Twilight, donc je dis pourquoi pas, les gens, ils se disent, on peut laisser une chance. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est étonnant d'ailleurs de voir le revirement de carrière de Robert Pattinson et de Kristen Stewart après Twilight, parce que les deux jouent dans des trucs très très indés. Kristen Stewart est aussi très 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 bonne en tant qu'actrice. Voilà, moi je suis plutôt content que. Non, on va jouer dans un blockbuster quand même. Kristen Stewart bientôt. Avec Vincent Cassel. Non, je pensais pas à ça. Ouais, Charlie's Angel, ouais. Voilà. Ouais, alors ça a l'air d'être sacrément de la merde malheureusement. Ouais. Je sais pas ce qu'elle fait là, mais elle a beaucoup de traits, des rôles très on va dire moyens, des bons rôles, mais des rôles moyens en termes d'échelle, dans beaucoup de bons films. Elle a joué avec Ang Lee, elle a joué avec Woody Allen,
globalement, c'est, je trouve, quelqu'un qui a su bien rebondir sur ses pattes. Dans quel film de Ang Lee Je sais, d'Ang Lee, dans Un jour dans la vie de Billy Lynn. Ah, d'accord, je sais pas vu. Ok. Pas dans Gemini Man, non. Heureusement. Mais donc voilà. Bah, en tout cas, voilà, je pense que ça doit être intéressant à souligner pour eux, le fait qu'ils aient réussi à se faire un nom après ça. Et voilà, moi je suis content en tout cas pour eux deux, quoi. Je suis pas très fan, moi, d'elle, bizarrement. Tu l'as vu dans quoi Je sais récemment? J'ai pas vu récemment, mais je sais que je l'ai vu dans quelques films. Je suis pas un très très grand fan d'elle. Après, j'ai rien Mais contre quel elle. film Quoi. tu l'as vu? Je m'en rappelle plus, gros. J'ai pas les noms là de titres des films et je l'ai vu dans, je sais pas, 2-3 films, je dirais. Ok, ouais. Non, mais après, c'est vrai qu'elle a un jeu particulier. Hein. C'est pas étonnant que ce soit les avis soient pas tranchés. Donc voilà. Il n'y a pas de. Tout va bien, quoi. Deuxième news cinéma, messieurs. Astérix. Guillaume Canet réalisera le 5e film. Romu, j'aimerais bien que tu réagisses en premier cette fois. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, je connais pas la carrière de Guillaume Canet en tant que réalisateur. Donc, Tu vois pas du tout ce qu'il a fait? je Il en sais a ce fait, qu'il a quoi. fait, mais j'ai vu aucun de ses films. Les petits mouchoirs et tout, t'as pas vu? Non, j'ai pas vu Les Petits Mouchoirs et la suite qui est sortie cette année, je crois. L'année Et dernière. ne le dis à personne, tu l'as pas vu? Non. Oh, il est fou. Oh, excellent. Il est fou ce film. Ah ouais, Ouais, un bon excellent. film français, ouais. Là, je vais me faire bâcher, je pense. J'ai vu aucun film réalisé par Guillaume Canet. C'est pas lui qui a Mais, réalisé Japlou? C'est lui qui l'a réalisé? Japlou, je Je sais sais pas, plus. je pose la question, je me rappelle plus. Ah, moi, je sais pas. Bah, je sais pas non plus, en fait. Je connais pas sa carrière de réalisateur, je connais que sa carrière d'acteur. Et moi, personnellement, je suis pas contre le projet. Apparemment, ça devrait se dérouler en Chine, je crois. Parce que le titre, c'est L'Empire du Milieu. Donc, à mon avis, ça va se dérouler en Chine ou dans un pays... Au Japon, plutôt, non? Au Japon, ouais, autant pour moi. Et ouais, je suis partant, mais bon. Il y a quand même les scénaristes de la trilogie Les Tuches derrière. Donc, Ouais, alors ça fait un peu flipper. Est-ce que Joss et Jérém, il y en a un de vous qui est fan d'Astérix ou qui attend le film? Moi, je suis très fan d'Astérix, personnellement. Je t'ai coupé, toi, Joss, désolé. Non, vas-y. Ouais. Vas-y. Pour Japlou, c'était Christian Duguay, du coup, qui a réalisé. Et du coup, pour revenir à Astérix, bah, écoutez, moi, je suis assez fan d'Astérix. Le problème, c'est que je trouve qu'ils ont réussi que le 1 et le Mission Cléopâtre qui est juste incroyable et qui a pas vieilli. Je trouve qu'il a pas pris une ride, ce film. Ça reste un très grand. T'arrêtes, Oui. là, mais le dernier, t'as pas aimé? Tu parles des dessins animés? Non, ça, c'est encore différent. Moi. Non, je te Vraiment, parle du dernier film qui est sorti au cinéma, Le Secret de la Potion Magique, par Astier. Oui, mais ça, c'est de l'animation. Ah, C'est ça que je veux oui, dire. on parle de film live, autant pour moi, oui, je suis Voilà. bête, excuse-moi. Mais bon, en animation, concrètement, ils en ont pas raté. J'ai pas vu le dernier, par contre, Potion Magique, c'est le seul que j'ai pas vu. Mais Oui, ils en bien. ont raté aucun en Très dessin animé. très bien. Et je dis juste qu'en film, pour moi, ils ont réussi que le 1 et le 2 qui est juste incroyable. Voilà. Après le 3 et 4, gros, Mais ça c'est fait quoi mal au cœur, quoi. Parce qu'il y a pas de numéro, je crois. Ouais, C'est le premier ça reste- sorti, là. C'est contre César, c'est le premier qui est sorti. Ouais, voilà, Avec contre Roberto César. Benigni. Voilà, après, t'as eu Mission Cléopâtre, après, t'as eu Jeux Olympiques, et après, je crois que Ouais. c'était. En Angleterre, avec la reine. Voilà, Au truc service de la de ça. majesté, voilà, ouais, c'est ça, exactement. Qui était vraiment pas ouf, les deux derniers. Mais celui-là, ouais, je sais pas, c'est vrai que j'ai du mal. Après, Clavier et Depardieu ensemble, c'est dur quand même. C'est très dur. Ça peut être très bien. En fait, c'est ça, c'est à double tranchant. Soit c'est fou, parce que après Guillaume Canet, quand même, il a des moyens pour faire un bon film, ou soit c'est nul à chier. Ouais, je vois. Bon, ça dépendra de beaucoup de choses alors, je suppose. Bah, moi, pour le coup, j'ai un petit truc à dire sur cette mascarade. Parce que là, franchement, le projet me hype pas du tout. J'aime pas juger, tu vois, les projets avant qu'ils sortent. On n'a même pas vu une bande-annonce, on a rien. On a vu juste une photo. Mais si tu regardes la photo, c'est ce que j'ai vu de plus dégueulasse depuis très longtemps. Parce que le louche en Obélix, ils lui ont mis un bide énorme. Il a des bras d'anorexique. Enfin, je veux dire, là, les gars, il y a un énorme Attends, mais problème. c'est une photo officielle? Et bien sûr, c'est Ah, une ouais, photo c'est qui est officiel. Non, officielle. c'est vrai, moi aussi j'ai C'est commencé officiel. à parler allemand. Bah, c'est laid, hein. J'avoue que je sais pas Ah si c'est ouais, non, c'est une photo officielle. Je peux te couper 2 secondes? Ouais, vas-y, Joss vas-y. Ils vont tourner au printemps, donc il va peut-être prendre du poids entre-temps, je sais pas. Ah ben, vaudrait mieux qu'ils prennent au moins 40 kilos. Ouais, Ouais, pendant les fêtes, il va se gaver de chocolat. ouais vaudrait mieux. Ouais. Et puis, après le projet, alors en plus, avec les scénaristes des Tuches et tout, donc on sait déjà clairement que ça risque d'être un peu daubé. Et en plus, ce qui me gêne un peu, c'est que bon, Guillaume Canet et Lelouch, on sait que c'est des meilleurs potes. Et j'ai peur que ça fasse un peu un projet, tu vois, d'ego.
Ouais, on est potes, le cinéma français, il y a tout le monde qui nous kiffe parce qu'ils sont quand même très aimés dans le milieu du cinéma français. Et j'ai peur que ça fasse une grosse merde d'égocentricité, tout ça. Donc du coup, ça me branche pas. Alors pas du tout. Et surtout, après, comme il a dit Jay, les 2 derniers films live, c'était de la merde. Donc franchement, j'ai très peur. Je préfère que ça soit Ari Aster qui continue à faire ses trucs plutôt que ça. Ouais, bon, bah Ouais, de écoute, ouf. pourquoi pas. Maintenant, la carrière de Guy Canet est quand même réussi à prouver que c'est un bon réalisateur, donc pourquoi pas. On va attendre Ouais, que ça sorte et puis on verra, quoi. mais pour moi, justement, il a pas un style à la Alain Chabat qui s'apprêtait très bien justement à du Astérix ou du Alexandre Astier qui s'apprêtait très bien à du Astérix. Et je trouve que Guillaume Canet, je sais pas trop s'il va rentrer dans le délire Astérix. C'est quand même une ambiance particulière, quand même. Bah, après, c'est le scénariste, ou les scénaristes, je sais pas, de la trilogie Tuche, donc Ouais, vu, les scénaristes. vu ce qu'ils Ah font ouais. comme chinoiserie, vaut mieux s'attendre à un petit peu tout, quoi. Ah ouais, mais gros, les tuches, gros, ça me fait mal au cœur. Ah ouais, non, mais ça fait mal au cœur à tout le monde, t'inquiète, donc je propose qu'on arrête tout de suite d'en parler. Ouais. Si ça va à tout le monde, on va passer à la 3e news. Le reboot de Pirates des Caraïbes, écrit par le créateur de Tchernobyl. Alors moi, c'est quelque chose qui me fait très peur. On a beaucoup entendu parler d'une femme dans le rôle de Jack Sparrow. Bon, déjà, c'est relativement... on va dire que c'est relativement couillu comme choix. Maintenant, le créateur de Tchernobyl, il a quand même pas fait de la merde. C'est quand même HBO qui avait fait Tchernobyl. Et ils emploient pas n'importe qui de manière générale. Qu'est-ce que... Par exemple, toi, Jérôme, t'as vu Tchernobyl ? J'ai vu Tchernobyl, je crois, les 2-3 premiers épisodes, c'était assez lourd. Je sais pas pourquoi j'ai pas continué, faut que je repoursuive. Mais moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée de faire un remake de Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp. Enfin, pour moi, Johnny Depp, c'est Jack Sparrow, et je vois pas qui d'autre va pouvoir jouer ce rôle-là. Donc, ça me hype pas. Après, la chose étant que il s'agit pas d'un remake, mais d'un reboot. Ce qui fait que, en fait, quand tu rebootes, à la base, Pirates des Caraïbes, c'est une adaptation d'un... Comment appelle-t-on ça ? D'un parc d'une attraction. D'un manège. D'une attraction de Disney. Donc, potentiellement, l'histoire n'aura peut-être plus rien à voir. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est comme quand ils vont qu'ils vont refaire les X-Men. Ça va être difficile de trouver un autre mec comme Hugh Jackman, tu vois. Ça va être hyper chaud, concrètement. Parce que Hugh Jackman, concrètement, c'est Wolverine pour nous. C'est comme pour Jack Sparrow, c'est Johnny Depp, tu vois ce que je veux dire? On va avoir On a du dit mal. ça, mais bon, le Joker, c'était Heath Ledger, et puis au final, non, tu vois. Je trouve C'est ça ce que je veux dire différent. ou pas ? Bizarrement, je trouve ça différent. Parce que là, c'est encore un autre délire, je trouve. C'est pas pareil. Ouais. Étant donné qu'il y a eu énormément de remakes, de reboots et tout sur ça, ça choque moins. Tandis que là, ça sera la première fois. Pour Pirates des Ouais, Caraïbes, oui. Ouais, c'est Mais, ça que je veux dire. ouais, non, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi. Je disais que Tom Hardy, pour moi, c'est un acteur qui pourrait très bien l'incarner parce que physiquement, il a ce côté un petit peu bestial. Il suffit de regarder Warrior pour le voir, par exemple. Et puis, il a la gueule de l'emploi. Donc, tu vois, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait le faire. Donc, pour moi, c'est compliqué de dire que Hugh Jackman est intouchable à ce niveau-là, tu vois. Ouais, D'ailleurs, je peux dire un petit truc. Là, Oui. tu viens de me hyper limite. Tom Hardy en Wolverine, putain, ça claquerait grave. Bah, écoute, je suis Ah d'accord ouais. avec toi. Après Ah tout, ouais, bah, grave. je propose qu'on contacte Putain. directement Disney. Ah Et ouais, qu'on faut en qu'il parle. nous écoute, quoi. Faut qu'il nous écoute, là, putain. Ah ouais, mais bon. C'est peut-être un bon choix. Ça peut être potentiellement un bon choix. Ouais. Ah ouais. Donc voilà. Eh ben, écoutez, ça m'est venu comme ça, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Ah ouais, je suis heureux. Bon, J'apprécie la suggestion perso. et toi, du coup, Romu, pour Pirates des Caraïbes, le reboot, qu'est-ce que tu t'en dis ? Moi, je vous rejoins un peu tous, en fait. Moi, je préfère, j'allais dire Jack Sparrow, non, Johnny Depp dans le rôle. Je sais que ce sera différent puisque ce sera un reboot, mais pour moi, ce sera toujours attaché. Johnny Depp sera toujours attaché au projet, à cette franchise, et ce sera difficile pour moi de voir quelqu'un d'autre. Après, pour le coup, pour Pirates des Caraïbes, c'est paradoxal parce que finalement, c'est pas une saga que je suis extrêmement fan, à part le 1 que j'aime beaucoup. Mais je trouve ça quand même. Je trouve que c'est quand même Johnny Depp qui porte le film quand même. Donc, c'est des petites comédies, aventures sympas quand même. Donc, je suis attaché quand même un peu à ces films, Bah, on va dire. C'est une saga qui a révélé Orlando, mais Keira Knightley. T'es sûr que Keira Knightley, justement, elle a pas fait d'autres films avant, justement, qu'on cartonnait? Bah, elle a dû en faire, tu vois, mais aucun qui avait la visibilité de Pirates des Moi, Caraïbes. je pense qu'elle a décollé à ce moment. Ouais, mais D'accord, Orlando Bloom aussi, je peut-être. pense que c'est pareil. Peut-être, ouais. C'est fort probable parce que c'est vrai que je Orlando me rappelle plus. Il n'y avait pas C'est Seigneur ça, des il a fait Anneaux Seigneur avant? des Anneaux. Ah ouais, Ouais, donc, C'est autant pour moi. Autant pour moi. Ouais, mais Orlando Bloom sans grandes oreilles, quoi. ouais. Ah ouais, gros. ouais, sans cheveux longs à la. Bon, bref. On parlait d'Alexandre Astier tout à l'heure.
Il n'y a pas quelqu'un qui a mentionné le nom de Harry Astier d'ailleurs, sans faire exprès? Si, je l'ai noté, j'allais te le dire après pour que tu coupes. J'ai dit arrêt assez comme un con. Je l'ai noté, je me suis noté. Je comptais te le Donc, dire on après. parlait d'Alexandre Astier, des news de Kaamelott, a priori, premier volet d'une trilogie qui sortirait en octobre 2020. Alors là, je vais prendre position tout de suite. Ah, Je ne regarde pas Kaamelott et ça ne me donne pas du tout envie de regarder Kaamelott. Je pense passer à côté de quelque chose. Est-ce qu'ici, il y a des fans? Alors moi, si tu veux, je connais Kaamelott, mais pareil, alors moi c'est mon frère, il m'a saoulé 1 milliard de fois pour me dire, Matt, Kaamelott, c'est de mieux en mieux, et ça devient de plus en plus sérieux. Alors, faut peut-être que j'essaye aussi, je suis un peu comme toi, Anto. Ok. Eh ben moi, pour dire, je suis un peu comme vous. Je trouve que Alexandre Astier, c'est un mec vraiment qui a du talent, qui a un talent d'écriture assez fou. Et Kaamelott, j'ai jamais réussi à. Je sais que je dois passer à côté de quelque chose. En plus, je sais que ça peut être un humour qui peut vraiment fonctionner sur moi. Mais je sais pas, tu sais, quand ça passe à la télé sur W9, je tombe dessus, je regarde et ça me fait jamais rire. Alors pourtant, je sais que ça peut me faire rire, tu vois. Donc je sais pas, je suis assez distant sur cette série parce que j'aimerais rentrer dedans et j'arrive jamais. Je pense qu'on tombe pas sur les épisodes qui nous... Peut-être. qui pourraient éveiller du sourire en nous, tu vois. Donc, Non, mais il y a vraiment une fanbase importante, hein. Tu vois, sur Twitter, là, quand il a annoncé le tournage du film, c'était fou, quoi. Ils étaient tous en transe, donc je peux comprendre, hein, tu vois, parce que ça fait un peu un humour comme il pouvait faire. Alors, c'est pas le même humour, mais ça fait un peu comme les nuls à l'époque et tout ça, tu vois. Il y a un humour vraiment à lui. Et, euh, et du coup, voilà, les gens sont vraiment rattachés à cette série. Moi, mon beau-père, il est vraiment fan. Toi, c'est un peu ce que disait Jay, mais il est mort de rire, il regarde les épisodes en boucle, et moi, je suis là et j'arrive pas, quoi. Je vois que ça peut être drôle, mais j'arrive pas. Ouais, bah, ça s'avoue, c'est un univers qui peut laisser un petit peu en dehors. Est-ce que, Romu, toi, tu connais ou pas du tout? ouais, je connais, j'ai vu quelques épisodes sur M6 à l'époque et moi ça me donne grave envie parce que l'humour des frères Astier, c'est un humour qui me parle. Je sais pas si vous connaissez son frère, Simon Astier. mais il est avec lui dans Kaamelott, non? Il est avec lui, il a réalisé une série de super-héros française, Qui s'appelle? HeroCorp. Je sais pas si ça vous Ah, parle. HeroCorp, oui, méga connu, HeroCorp. Ils sont Ah fait oui, dans un Record, film c'est aussi, je connu, crois. ouais. Non? Non, pas du tout. Ah Pas ouais? du tout, juste une série, il a Ok. pu terminer sa série, il a fait une BD, ça s'arrêtait là. Ok, d'accord, très bien. Bon, bah écoutez, on n'est pas de grands fans de Kaamelott, ma foi. Donc passons à une news. Par contre, là, je pense qu'il va tous nous ravir parce que c'était clairement une dinguerie. New Generation 2, 8 avril 2022. Jérém, t'as vu le film très très récemment, toi. Je sais que t'as Ouais. kiffé. T'attends la Bah, suite, je suppose. Bah du coup, je savais qu'il y avait une suite parce que je me suis renseigné tout de suite, en fait, dès que j'ai fini le film. Donc, du coup, j'étais au courant que ça allait sortir. Je suis hyper hype, comme jamais. J'ai trouvé que c'était le meilleur Spider-Man jamais sorti. Pourtant, j'aime bien les anciens Spider-Man. Mais alors, celui-là, il était dingue. Je trouve qu'il prenait énormément de risques. Tu le mets au-dessus de la trilogie de Sam Raimi? Bah, je trouve que celle de Sam Raimi, faut arrêter, hein. À l'époque, tout le monde lui crachait dessus. Maintenant, tout le monde dit, waouh, c'est le meilleur des Spider-Man. Sam Moi, je Raimi, suis... à part le 2, franchement, de Sam Raimi qui est ouf. Le 1, il est pas non plus incroyable. Et le 3, c'est pas non plus la grosse claque du monde, hein. Donc, je trouve qu'ils sont. Moi, je trouve que les The Amazing Spider-Man sont largement au-dessus. Carrément, parce que j'avais trouvé le premier juste génial. J'étais allé pas à reculons, mais j'étais allé le voir sans spécialement envie, et je suis ressorti de là et j'avais pris une bonne claque dans la gueule. J'ai trouvé ça vraiment magnifique, j'avais trouvé ça super malin, le scénario, l'histoire, tous les personnages, et franchement, du coup, ouais, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir le suivant. Pourtant, il a mis du temps à démarrer, je trouve, le premier quand même. Il a mis un petit temps. Et une fois que tu rentres dedans, que tu comprends le concept et le délire, c'est vrai que ça passe tout seul après, comme une lettre à la poste, hein. Bah, pour le coup, je trouve que le style graphique est prenant dès le début, en fait. C'est pas trop ce qui va se passer, tu sais pas trop où ils peuvent aller et ce qu'ils peuvent faire avec leurs ambitions et leurs intentions d'ailleurs. Donc je trouve que dès le début, en fait, vraiment, la recette, elle marche direct, quoi. Mais il y a Bah, plein je trouve que c'est déroutant dès le début, en fait. Pardon, Jérôme, Oui. qu'est-ce que tu as dit? Ah oui, non, je disais que je trouve qu'au début, en fait, c'est déroutant. C'est juste ça, en fait. C'est pas Ah oui, au début, c'est pas le comme style les films. graphique, bah, on n'a pas l'habitude, quoi. Ça fait vraiment comics, quoi. Voilà, exactement. Enfin, moi, je connais un peu les comics, voilà, mais ça m'a perturbé parce que dans les films, c'est vrai qu'ils établissent pas ce principe-là, tout simplement. Ouais. Bah écoutez, on a tout dit, je pense, dessus. En tout cas, hâte de le voir. Bon, il nous reste 2 ans. 2 ans et demi à attendre. Donc bon, ça va être compliqué. Par contre, on va passer à la section trailer. Et on va commencer par celle de The Mandalorian, la deuxième bande-annonce sortie il y a 4 jours maintenant. Est-ce qu'il y a des fans de Star Wars? Bah, Ouais. moi, je kiffe, hein. Bah allez-y, messieurs. Ah, bah écoute, moi, Mandalorian, alors je l'attendais pas à l'époque quand ça avait été
teasé, on va dire. Quand il parlait de ça, je me suis dit, oh, le chasseur de primes encore, comment ça casse les couilles. Je me suis dit, putain, il est pénible, lui. Je veux dire, tout le monde le kiffe, il a rien fait dans Star Wars. Mais j'avoue, en voyant les bandes annonces, là, bon, j'avoue, ça a l'air d'être bresson de ouf. Je sais pas, il a l'air d'être classe. Par contre, les effets spéciaux, c'est un truc de malade. Pour une série, je trouve ça choquant. On dirait un film. Donc, c'est vraiment. Ah ouais, mais là, c'est vraiment quelque chose que j'attends énormément. Attention, quoi. Alors que, on est d'accord, comme on l'avait dit dans les précédentes émissions, Star Wars 7 et 8, ça m'a fait assez mal au cœur, voilà. Mais Star Wars, c'est quand même une saga que j'aime énormément. Voilà, parce que pour tout ce que ça a offert, on va dire, au cinéma, c'est quand même quelque chose de très important dans le cinéma. Mais du coup, Mandalorian, voilà, je valide totalement. Eh ben moi, je valide aussi. Alors, j'étais assez méfiant au départ parce que Disney commence, je vous le dis clairement, Disney commence à me péter un peu les couilles pour rester poli. Et du coup, j'en avais un peu marre. Je trouvais qu'il fracassait, il commence déjà à détruire Marvel. Je trouvais qu'il commence à détruire aussi Star Wars. Mais il faut dire qu'ils savent quand même y faire. Voilà, il y a quand même des choses qui fonctionnent chez eux. Et quand tu regardes la bande-annonce, comme il a dit Jay, t'as l'impression de voir un film à gros budget, quoi. C'est assez magnifique, c'est assez incroyable. Tu retrouves des plans typiques de l'univers Star Wars. Ça titille forcément ta curiosité. Alors en plus, ils utilisent un personnage iconique. Mais comme a dit Jay, au final, Boba Fett, en fait, on ne sait même pas qui c'est, mais il est devenu iconique parce que les geeks, les fans, ils se sont amusés à faire des cosplays parce que c'est vrai qu'il a un costume un peu assez joli quoi, à voir. Et du coup, c'est assez malin d'avoir pris ce personnage et d'en faire vraiment une série sur ce personnage que tout le monde adore mais que personne ne connaît. Bah, me semble-t-il, la communauté des Mandaloriens est une grosse communauté de Star Wars dans les arcs, enfin dans tout ce qui est les arcs canons proposés un peu dans la littérature, dans les films, dans les séries. Ouais. T'es sûr, c'est dans les arcs canons, gros? Parce que Disney, depuis qu'ils ont racheté Star Wars, hein, ils ont mis tout en non-canon et après ils ont créé leurs comics à eux. Hein, ouais, mais comme c'était canon avant, tu vois, c'est canon maintenant. Hein, ils vont taper sur le système. D'autres, mais c'est pas comme s'ils avaient créé leur univers, tu vois, ils ont quand même repris au cœur. Donc, au final, il faut un truc canon avec les anciennes trilogies. Donc, si le reste était canon avec les anciennes trilogies, tu vois, pour moi, après, ils auront beau dire que non. Si ça a été créé et pensé comme ça par tout le monde à l'époque, pour moi, ça reste le cas toujours aujourd'hui. Bon, écoutez, passons à une bande-annonce pour le coup qui, à mon avis, un film qui je pense qu'il va marcher au box-office, mais franchement, nous trois, je pense qu'on s'en fiche. Nous quatre, pardon. Jumanji Next Level. Oh putain. Ouais, j'avais trouvé ça épouvantable, le premier déjà, mais épouvantable. Et là, je trouve qu'ils ont l'air en fait d'avoir réussi à faire encore plus épouvantable. C'est vraiment putain. Je pense que c'est assumé, moi. Franchement, je sais plus au bout d'un moment parce que c'est facile de faire des films de merde et de dire c'est assumé. Comment tu peux avoir envie de te dire tiens, je vais faire une petite merde, mais je l'assume? Non, franchement, c'est nul. Et il y a rien qui donne envie dans leur délire de Jumanji là. Je pense que ces 5 dernières années, à partir du moment où tu mets The Rock, donc tu sais que ça va être plus que moyen et tu joues du fait qu'il y ait The Rock. Oui, mais du coup, putain, franchement, moi, ça, c'est quelque chose qui commence un peu à me gonfler. Alors voilà, The Rock, par exemple. Alors que pourtant, j'aime bien le mec. Je pense qu'il a l'air vraiment cool. Tu vois, je le suis sur les réseaux et je trouve que le mec est vraiment sympa. Il a vraiment une énorme sympathie et je sais qu'aux États-Unis, il est très apprécié. Mais ces films, putain, c'est de la merde. Alors ouais, on joue avec lui parce que voilà, il joue toujours un peu le même rôle. Ça fait rire certains. Mais franchement, putain, c'est vraiment nul. Et je trouve que j'arrive pas à comprendre comment, au bout d'un moment, tu peux pas dire allez, stop, on essaie de faire quelque chose de sérieux, même pour lui, même pour lui en tant qu'acteur. Il a pas envie de faire un bon film au bout d'un moment. Ça le branche pas. Il a pas de. Il l'a fait avec No Pain No Gain. Maintenant, je sais pas pourquoi il a pas réitéré l'exploit, quoi. Ouais, moi, voilà. moi, je le trouvais pas si fou que ça, No Pain No Gain. Hein. Ah, il m'a saoulé ce film. Ok, mais c'est bien de faire un film tous les 20 ans sérieux, mais au bout d'un moment, putain, fais quelque chose, au moins, tu sois fier. Après, je vais peut-être vous étonner, mais paradoxalement, bon, moi, je suis un très grand fan de l'ancien Jumanji, hein, parce que Robbie Williams, parce que c'est les années 90. De quoi? Tout le monde adore l'ancien Jumanji. Oui, oui. Moi j'aime énormément. Mais tu vois, le premier là, quand il est sorti, bon, je comprends pas pourquoi ils l'ont appelé Jumanji, honnêtement. Mais quand même, ça restait quand même très correct à regarder. Je passais un bon moment. Alors le 2, c'est pas que je l'attends, je le regarderai. Mais le 1, ça va. Il m'a pas laissé non plus de marbre. C'est détente, quoi. C'est pas plus que ça, c'est pas moins que ça, c'est détente, c'est tout. Et puis il est sorti à la bonne période, je crois, le premier remake. Noël 2017. Ouais. Donc oui. Ça se prêtait bien, bien cette idée de coolitude, ouais. de film de famille.
Complètement. Et je pense qu'on va passer au trailer le plus intriguant, au trailer le plus intéressant. Et écoutez, je vais donner la parole à Romu en premier parce qu'il m'a parlé du film il y a des mois et des mois. Je me rappelle, je sais pas s'il sait que je me rappelle. Non, je savais pas. Je me rappelle très bien. Tu m'as parlé du film Comment je suis devenu un super-héros. T'as une grosse mémoire. Et ouais, écoute. Et du coup, on a eu le premier trailer enfin. Alors moi, je trouve ça un peu bizarre qu'on ait le trailer un an avant la sortie du film. Ça fait quand même beaucoup. Ouais. Le film sort que dans un an, hein, c'est quand même particulier. Maintenant, le trailer est très ambitieux. Romu, à toi l'honneur. Moi, je te rejoins sur le fait que le trailer est très ambitieux. On a un casting très intéressant puisqu'on retrouve Benoît Poelvoorde, Leila Bekti, Pio Marmaille et un autre acteur dont j'ai oublié le nom. Je suis désolé parce que c'est un acteur que j'aime bien. Au début de la bande-annonce, on voit le logo de la Warner. Donc c'est bien de voir un gros studio défendre ce genre de projet en France parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir ça. Après, je me dis, est-ce que ce sera pas ringard? Parce que moi, j'ai eu l'impression de voir tout ça avec Marvel il y a quelques années, etc. Je me dis, c'est un peu dépassé, mais il y a du potentiel. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est que le film sort en même temps que Kaamelott. Je sais pas si tu étais au courant. Pour le coup, oui. Ouais, en octobre 2020, les deux. 14 octobre, exactement. La même semaine. Bon, ils le décaleront, peut-être un des deux le décalera. Sinon, ça ferait deux grosses sorties françaises. Et puis... Alors moi, j'étais pas au courant en fait du projet. Hein. J'étais au courant la semaine dernière, ils en ont un peu parlé qu'il allait avoir le trailer qui allait sortir. Du coup, je l'ai regardé. Et moi, perso, alors je suis d'accord avec Romu. C'est bien qu'il y ait content des choses comme ça en France. D'ailleurs, je vais en parler plus loin dans l'émission. C'est très bien. Mais par contre, le résultat sur la bande-annonce, putain, t'as tout dit Romu, moi je trouve que c'est ringard, quoi. Putain, je trouve que c'est pas forcément très joli. J'ai peur que ça fasse un petit peu too much. Je trouve que même par moments, ça avait l'air assez surjoué. Tu vois, Leila Bekti, avec son regard, avec ses yeux bleus et tout, je trouve que ça le faisait pas trop. Alors après, dur, quand même. là, je juge la bande-annonce. Après, par contre, même si les bandes-annonces ne me plaisent pas, j'irai le voir en salle juste pour soutenir l'idée. Tu vois, voilà, pour soutenir cette idée parce que je suis content qu'on tente des choses. Après, là, sur le trailer, je suis pas très emballé et ça me branche pas du tout. Ok, écoute, c'est dommage parce que écoute, je partage pas du tout ton avis. Par contre, toi, Jérôme, qu'est-ce que tu en penses? Moi, écoute, je suis très hypé, moi, quand j'ai vu la bande-annonce. En tout cas, ça m'a énormément donné envie. Je trouve qu'en France, de tenter des trucs comme ça, c'est juste énorme. Et ça me choque pas qu'il y ait le trailer maintenant, dans le sens où il faut hyper les gens. C'est pas courant de voir ça en France. Donc, c'est bien de pouvoir les hyper un petit peu. Et comme ça, les gens, ils seront prêts. Et ils vont avoir des bandes-annonces et tout entre-temps. Ça prépare les Français, en fait, finalement, à voir un truc français comme ça. Et deuxièmement, je trouve que c'est pas kitsch, dans le sens où The Boy, ils sont aussi kitsch, les costumes, et personne n'a dit ouais, c'est kitsch et tout machin. Non, c'est pas je dans pense les costumes que je Non, trouvais c'est pas dans kitsch, les c'est plus costumes. dans les effets, tu vois, par exemple, Leila Bekti, elle a les yeux bleus, franchement, on dirait un montage Photoshop, quoi. Tu vois, c'est plus dans c'est pas dans les costumes. Après, c'est dans un an, donc est-ce que c'est pas fini aussi? Pour moi, il est là le problème. Pourquoi tu sors le truc un an avant, tu dis oui, c'est pour préparer les gens, peut-être, mais est-ce que les gens, du coup, ils vont pas s'en lasser, ils vont pas tu vois, s'ennuyer du projet? Moi, je trouve qu'un an avant, c'est un peu trop tôt. Ouais, je suis d'accord, là, c'est un peu trop tôt aussi, je pense. Écoute, peut-être que justement, ils sont vraiment confiants sur leur truc. Mais c'était peut-être pour tester le public. Aussi, Parce que voilà. Les effets sont Ouais. pas terminés encore. Peut-être pour avoir des retours en effet et puis avoir le temps de toucher ça soit en post-prod, soit reshoot quelques trucs. Moi, je pense que ça peut être, à mon avis, un mélange entre Kick-Ass, The Boy et Au Poste. Ça va être, à mon avis, un consensus de tout ça un peu, et je pense que ça peut être très très réussi. Pourquoi au poste? Au Poste, je sais pas pourquoi, j'avais d'un Poelvoorde, je me dis que lui, je trouve qu'il a un peu ce délire-là, et il pourrait avoir ce délire-là dans ce film un peu, tu vois. Mais il a l'air sacrément sérieux quand même dans le. Dans Au Poste, gros, il est sérieux, hein. Non, mais le temps du film, je pense pas que c'est en mode un peu comédie, ça a l'air quand même très sérieux. Ah oui, même ça a l'air pas de ouf. Ça a l'air sérieux. Très sérieux. Je parlais d'un mélange en fait, hein. Je parlais vraiment d'un mélange de tout ça. J'ai pas dit que ça allait être comédie. Mais non, ça peut être très intéressant. Pas vraiment. Ok, écoutez, messieurs, on n'a qu'à passer aux sorties de la semaine. Ça fait 3/4 qu'on enregistre et on n'a fait qu'une rubrique. Je sens que ça va être très très bon aujourd'hui. Sur le petit écran, on a His Dark Materials. Donc je suppose que peut-être. Est-ce que vous savez tout ce que c'est? Sinon, je vais vous le dire. Toi, je sais ce que c'est. Tu sais, Romu? Jérôme, tu sais ce que c'est? Je sais pas. Et Joss? J'ai pas entendu, je suis désolé. His Dark Materials. Non, je sais pas du tout. Ah d'accord, écoutez, c'est bizarre parce que la série,
fait pas mal parler en ce moment. C'est une adaptation de À la croisée des mondes avec entre autres Daphne Keane et James McAvoy et c'est produit entre autres parce qu'il n'y a pas que par HBO. Les trailers sont sortis il y a quelques semaines maintenant et ça a l'air très très ambitieux. Du coup, je vais en parler avec toi, Romu, parce que tu les as vus, il me semble. T'en as vu au moins? Non, il y a eu qu'un film, de toute façon. Il y a eu qu'un film, mais je te parle de la série. Là. T'as vu le trailer? Ah oui, oui. Pardon, oui. Ah oui, d'accord. Bah, voilà. Excuse-moi. Et du coup, qu'est-ce que tu penses du trailer? Le trailer est très ambitieux. Ah ouais, là, clairement, c'est ambitieux aussi. Ouais. Je pense qu'on se rapproche d'un Game of Thrones, dans l'ambition, je parle. Ok. Ouais, pourquoi pas. Et puis il y a James McAvoy, Daphne Keane, qu'on n'avait pas revu depuis Logan. Ouais. Donc ouais, pourquoi pas. C'est pas un univers qui me parle forcément. Mais... Alors, c'est adapté du bouquin À la croisée des mondes, du coup, il me semble. Est-ce que vous avez vu le film, vous les gars? Je l'ai pas vu, il y en a eu qu'un, c'est ça, ouais, et ça a été. Ça a pas marché, quoi, c'est ça. Ouais, le film était plus que moyen, donc c'est pas une grande perte, mais en tout cas, la série a l'air intéressante, d'autant HBO qui est derrière, donc moi ça me hype un petit peu. James McAvoy qui a l'air excellent dedans. C'est pas le rôle principal, malheureusement, mais il a quand même un petit rôle. Donc écoutez, messieurs, à voir, on va peut-être directement passer aux sorties sur le grand écran. À commencer par La Belle Époque de Nicolas Bedos, futur réalisateur de OSS 117.3. Victor et Antoine montent une entreprise visant à replonger leurs clients dans l'époque qu'ils désirent. Film qui était présent au Festival de Cannes, en hors compétition, me semble-t-il. Qu'on n'a pas vu. Qu'on n'a malheureusement pas vu. Joss, tu n'as pas vu non plus, je pense. Non plus, non, je l'avais pas vu. Mais par contre, à Cannes, il s'est fait descendre. Ah, Il a pris très cher à Cannes. Mais par contre, il paraît que les avis maintenant, ils sont assez bons, tu vois, du film. Mais à Cannes, sur le moment, il avait pris assez cher. Je croyais avoir entendu l'inverse à Cannes. Non, il me semble bien qu'il avait pris cher et que finalement, après, les gens, là, avec le temps, ils disaient ah non, mais finalement, c'était pas si mal. Mais il me semble que sur le coup, il avait pris cher, ouais. D'accord, ok. Si jamais vous avez envie d'en dire quelque chose, n'hésitez pas. Ben, moi, la bande-annonce, je l'ai vue au cinéma la semaine dernière. Elle a été diffusée et j'avais trouvé ça assez intéressant. Pour le coup, j'avais dit que l'idée c'était pas mal. Bon, ça faisait un peu Westworld, du coup. Mais je trouvais que c'était assez intéressant. Et pourquoi pas après, je pense pas que j'irai le voir. Mais pourquoi pas. C'est un peu à Truman Show, dans ce côté monde cloisonné. Ah ouais, on a un peu jolie référence. Ouais. C'est vrai, ouais, carrément. Après, pourquoi pas. C'est français, c'est ambitieux. Ok, bah écoute, pendant que tu as la parole, on va essayer de parler de Fury maintenant, film d'Olivier Abou, que je sais que tu attends parce que tu m'as envoyé le trailer. Ouais. Pour le résumer, pour les vacances d'été, un couple prête sa maison à la nounou de leur fille. À leur retour de vacances, la famille trouve les portes fermées, les serrures ont été changées et les occupants prétendent être chez eux. C'est un film inspiré de faits réels. C'est un projet que j'attends et un film ancré dans le réel, je pense. Parce que c'est un sujet... inspiré de faits réels pour le coup, donc ouais, voilà. Il peut pas être plus ancré que ça, je pense. Ouais, j'espère. Et je trouve ça assez jouissif, tu vois, le concept. Donc, c'est un film français? Ouais. Un film français de genre? Ouais, bah c'est justement un genre qui monte en ce moment en France. Tout à fait. Le film fait beaucoup parler de lui en ce moment. Est-ce que toi, Joss, vu que tu nous parleras des films de genre après, c'est un film qui t'attire maintenant que tu as eu le synopsis? Eh ben, carrément. Et je pense que s'il est diffusé... Parce que moi, il faut savoir où j'habite, les diffusions ciné, c'est très problématique. C'est l'enfer. Donc s'il est diffusé, j'irai le voir, mais je pense qu'il ne sera pas diffusé. Donc du coup, je devrais attendre une sortie en DVD Blu-ray pour pouvoir le voir. D'accord. Toi, Jérém, à part Marianne, dont tu avais parlé au podcast dernier, mais bon, malheureusement, tu as été coupé au montage. C'est pas trop film de genre français. Maintenant, est-ce que Marianne, ça t'a changé d'avis? Ouais, totalement. Mais là, ton synopsis, là, ça me donne beaucoup envie. Là. Et du coup, ça va faire... Moi, il y a un truc comme ça qui m'arrive. Moi, je te fais une Negan, c'est sûr. Hein. J'espère que ça va partir en batte de baseball là-dedans. Bah écoute, peut-être regarde le trailer parce que je suis pas sûr que ça se passe comme ça dans la vraie vie. Mais ouais, en tout cas, c'est très très intéressant. Bah gros, je pense que gros, ça se passe comme ça dans la vie. Gros, si imagine t'as des gens qui sont chez toi qui disent c'est chez moi. Bah gros, ça se passe comme ça en vrai. Bah oui et non, la porte elle est fermée, qu'est-ce que tu vas faire, frère? T'arrives avec un bulldozer, tu casses ta porte? Ah bah gros, tu viens à plusieurs, gros. Il va se passer un truc. Hein. Bah écoute, on verra bien ce qui se passe dans le film et ce qui s'est passé aussi dans la vraie vie quand on se renseignera. Et on n'a qu'à passer au film suivant, film qui est martelé vraiment à coup de com' depuis un petit moment, Midway, nouveau film de Roland Emmerich. Pour vous faire le résumé, après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la flotte américaine dévastée, la marine japonaise prépare une nouvelle attaque qui devrait éliminer définitivement les forces aéronavales américaines restantes. Nouveau film, c'est pas un film catastrophe. Enfin, je sais pas quel genre de film c'est un film historique, mais après, voilà, j'en sais pas plus. C'est en partie catastrophe. Voilà, c'est en partie catastrophe, c'est aussi historique. C'est un film de guerre, les enfants. C'est potentiellement un film de guerre.
Moi, j'avoue que pour le coup, je suis plus hypé par 1917 que en parlant de film de guerre. Ouais, carrément, ouais. Mais je crois d'ailleurs qu'ils ont mis un frère Jonas dans le rôle principal. Ouais, Nick Jonas, je crois. Ouais, le mari de Sophie Turner. Ah ouais? Ils sont ensemble? Je crois. Nick Jonas, le mari de Sophie Turner. Ouais, tout à fait. C'est possible. Non, mais c'est sûr à 100%. Marie a fait que me le dire. Ah. Donc, nos films de Roland Emmerich, j'ai l'impression que plus personne l'attend au tournant, en fait. Plus personne l'attend tout court, ouais. Ok, bon, toi, il n'y a même plus de tournant qui tourne, quoi. C'est vraiment... je veux dire, puis je vois le trailer, ça me donne mais pas du tout envie, ça me laisse froid, mais glacial, quoi. Donc, ouais, non, franchement. Ça a l'air relativement moyen, en vrai, mais bon. C'est un film qui va sortir sur Netflix. Enfin, en SVOD directement, ou en DVD. Ouais, carrément. Il y a sa place en salle pour moi. Ouais, pour le coup. Non, il devrait sortir même en clé USB, même pas en VOD, quoi. Joss qui pousse vraiment le but jusqu'au bout. Ah ouais, non, mais c'est... Je suis pas d'accord avec vous de dire que c'est pas un film qui devrait sortir au cinéma, parce que justement, Roland Emmerich, on est d'accord, il est quand même fort dans tout ce qui est visuel et tout. C'est un film à voir au cinéma quand même. J'irai le voir, même si ça a pas l'air d'être au niveau du Pearl Harbor de l'époque. Mais pourquoi pas. Mais après, ça se passe après Pearl Harbor, donc... Ouais, mais de toute façon, dans Pearl Harbor, si tu regardes bien, t'as les deux étapes. Hein. T'as l'étape quand ils se font attaquer et l'étape où ils attaquent après. Hein. Mais écoutez, oui, Roland Emmerich, là, pour le coup... J'ai l'impression qu'il n'y a aucune attente autour du film, puisqu'il sort en novembre. Non, je crois que c'est Metropolitan qui martèle la com vraiment à tout bout de champ, partout, mais partout. Comme s'ils avaient un truc à prouver, alors que le film elle a plus que moyen. Maintenant, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Il y a un casting intéressant derrière. Mais... Il y a qui? Il y a Patrick Wilson, Aaron Eckhart. Il y a Patrick Wilson, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Patrick Wilson, il y a Woody Harrelson aussi. Aaron Eckhart, le problème d'Aaron Eckhart, si je ne m'abuse, c'est qu'à part son rôle de double face dans Batman, Aaron Eckhart, c'est un acteur un peu claquax, hein. Un peu, mais bon, il a fait quand même... Enfin, j'ai pas de rôle en tête particulièrement, mais il a fait pas mal de films. Mais il a fait que des trucs moyens, en vrai. Ouais, non, c'est pas ouf. Hein. C'est vrai. Donc, il peut remercier Nolan de lui avoir donné un film parce que... un film comme ça. Ouais. Donc, sans ça, il aurait peut-être pas décollé. Enfin, il aurait pas eu... Ouais, peut-être que ça serait passé différemment pour lui. Mais bon, Patrick Wilson, par contre, moi j'adore Patrick Wilson, vraiment. Même s'il fait des fois des trucs relativement moyens, je pense au dernier film adapté de Stephen King qui est sorti sur Netflix, Dans les Hautes Herbes, où il joue le père de famille. Il fait des films moyens, mais je trouve que c'est un mec qui a vraiment une bonne gueule, Patrick Wilson. T'as envie d'aimer ce qu'il fait. Notamment dans Fargo, où il est absolument monstrueux. Il est très bon. Quelle saison, déjà? Saison 2, Fargo. C'est quel personnage, déjà? C'est le flic. Ah, il est fou. Oh, il est fou, gros. Oh, qu'est-ce que je l'aime, lui. Qu'est-ce que j'aime cet acteur. Oh, putain. Ça soit cet acteur... Cet acteur ou Woody Harrelson, là, c'est deux acteurs, gros, c'est des pères. C'est pour ça que j'ai envie de voir le film, en fait. Parce qu'il y a ces acteurs-là. Ah ouais, d'accord. Mais Patrick Wilson, c'est aussi Watchmen, hein. Ah, Watchmen, gros. Oh, gros Watchmen, c'est fou. T'as jamais vu? Ah, dommage, tu passes à côté d'un truc, mais bon, tu devrais le regarder. On va passer à la nouvelle rubrique, messieurs. En fait, vous allez voir, non mais elle va bien, spécialement très bien, c'est les visionnages de la semaine, en fait. On va parler des films dont on a parlé la semaine dernière, qu'on s'est fait conseiller, et on va commencer par Incendies. Jérém, tu as vu le film? Non, on n'a pas eu le temps de le voir encore, ne nous spoil pas s'il te plaît, mais est-ce que tu peux dire à Joss ce que tu as pensé du film? Alors, j'ai adoré parce que déjà, il y a un côté, déjà, il y a un côté très premier film, ça se voit, mais très bien fait, ça c'est clair, c'est indéniable. Bon, Denis Villeneuve, il est extrêmement talentueux, tout le monde le sait, je pense. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que pour une fois, on parle des chrétiens qui est en Palestine. C'est clair, c'est un conflit qui est entre les musulmans et les chrétiens, mais je trouve que c'est original de parler des chrétiens en Palestine. Donc je voulais vraiment le soulever, parce que c'est pas courant. L'histoire est très intéressante, tout le long du film on apprend énormément de choses, il y a de belles surprises. Je spoil rien pour pas vous mettre, vous spoiler, vous gâcher le film, parce que ça peut vraiment gâcher le film de connaître tous les éléments importants du film. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, visuellement, il est assez fou, je trouve. Avec de la simplicité, ils ont réussi à faire un film très très fou. Voilà, il y a de la violence quand il en faut. Il y a des moments importants quand il le faut. Bref, c'est très bien construit. Ça dure 2 heures. Et je vois pas le temps passer dans ce film. Et du coup, tiens, j'ai une petite question. Parce que moi, c'est un sentiment que ça m'a fait quand j'ai vu le film. Maintenant que tu as vu le film, comment t'imagines la pièce de théâtre ? Comment tu peux faire une pièce de théâtre? Parce qu'à la base, c'est une pièce de théâtre. Bah, tu peux faire une pièce de théâtre dans le sens où... je trouve que c'est assez fou, quoi, en pièce de théâtre, quoi. Tu vois, faire cette histoire avec autant de décors en pièce de théâtre, je trouve que du coup, c'est assez fou et ça donne envie de voir la pièce de théâtre. En fait, il faut juste que là, derrière, le mec, le chef décorateur, là, il soit archi chaud, quoi. Si le chef décorateur, il est chaud, après, si tu regardes bien, il y a beaucoup de lieux où ça se passe dans des pièces.
Ouais, tu ouais, vois. carrément. Après, Carrément. après, c'est réadapté. De ce que j'ai compris, c'est réadapté. Ouais, Donc, ouais, c'est réadapté. Ouais, ouais. à mon avis, toutes les scènes qu'il y a dehors, on peut potentiellement aussi en faire beaucoup à l'intérieur, dans des huis clos, tu vois. Ouais, 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 carrément. Ouais. Voilà, mais bon, j'aime énormément. Merci pour ton avis. Content que tu aies pu le découvrir. N'hésite pas à me ramener mon bourré à l'occasion, s'il te plaît. Ça marche. Je Alors- puisse le voir quand même. Moi, j'ai eu l'occasion de voir l'heure de la sortie, que Romu nous avait gentiment conseillé la semaine dernière. Je vais donc vous livrer ma petite critique, messieurs. Il s'agit d'un film intense, angoissant et profondément émouvant. C'est très déprimant, mais très très humain en même temps. Comme Romu n'avait rien dit de spécial sur le scénario, bien que je trouve qu'il soit allé un poil trop loin, je vais vous en dire encore moins pour vraiment vous laisser la découverte. C'est un film français qui est très intelligent, avec une ambiance à la John Carpenter, je trouve, quand on connaît un petit peu sa filmo. Vraiment, c'est un film très pesant. Et en fait, le défaut majeur, je pense qu'on peut lui trouver, et Romu le confirmera, parce qu'en fait, il l'a appris récemment, c'est que le film prend une autre dimension, bien plus intéressante, quand on a lu le livre La Métamorphose de Kafka. Ouais, je confirme, j'avais pas vu les subtilités du scénario avant que tu me dises tout ça. C'est un livre qui est énoncé dans le film, clairement, par le professeur, comment il s'appelle déjà ? Pierre Non, je parle de l'acteur. Laurent Lafitte. Voilà, Laurent Lafitte. C'est un livre qui est clairement énoncé dans le film, et c'est un livre en fait qui sert vraiment à décoder le film. Mais vraiment. Et le truc, c'est que c'est pas dit comme ça. Et en fait, il s'avère que j'avais pas du tout compris le film. Vraiment, mais vraiment à l'opposé. Je pense, Romu, toi aussi, que tu as découvert le film 5 mois après l'avoir vu. Enfin, on comprend l'essentiel du film, mais on n'a pas Oui, les voilà. clés de réponse. Voilà. Notamment sur un événement qui se passe, un événement majeur, qu'on croit comprendre, mais à vrai dire, c'est pas du tout ça. Écoutez, messieurs, je vous conseille de le voir, du coup, comme Romu l'avait fait. Moi, écoute, de mon côté, du coup, ça me donne encore plus envie. Je trouve qu'il y a aussi il y a une autre œuvre aussi qui utilise le même principe, qui utilise des livres pour décoder, on va dire, sur son histoire, on va dire, c'est Lost. Lost, il fait ça à chaque fois, en fait. À chaque fois, il met un livre en partie, et pour un peu mieux comprendre, voilà, il faut voir un peu la subtilité du livre. Donc, ça me donne envie, du coup. Ok, écoute, très bien. Alors là, je me retrouve un peu embêté. Je devais parler de Le Roi avec Joss, film sorti sur Netflix, avec Timothée Chalamet, Joel Edgerton et Sean Harris dans les rôles principaux. Malheureusement, Joss, il n'a pas eu le temps de le voir, donc je vais vous faire ma critique et j'espère que je vais vous donner à voir parce que, croyez-moi, le film est incroyable. Attends, il est où là, il est sur Netflix, on est d'accord là ? Ouais, il est sorti sur Netflix vendredi 1er novembre. Ok, bon, je vais le regarder, je pense, ce week-end. C'est un film qui retrace l'histoire d'Henri V, roi d'Angleterre malgré lui. Donc dans les rôles principaux, comme je vous l'ai dit, Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Sean Harris et Robert Pattinson, j'ai oublié de le mentionner, qui joue en français. Robert Pattinson qui joue en français, c'est l'acteur, je trouve, qui a vraiment un rôle relativement raté. Enfin, je trouve que Robert Pattinson, il essaie, si vous regardez le film en VO, il essaie de parler français et c'est catastrophique, vraiment. Ah merde. Du coup, en fait, tous ceux qui le détestaient mais qui connaissaient que Twilight, du coup, vu que Netflix c'est assez populaire, ils ont Netflix, ils regardent le film et ils vont vraiment dire que c'est de la merde, Pattinson. Ah, ils vont peut-être penser ça. Maintenant, quand t'es assez intelligent, tu comprends que c'est pas de sa faute. Ouais, j'imagine. On a aussi la présence de Lily Rose Depp, c'est marrant parce que je crois qu'elle est en couple dans la vraie vie avec Timothée Chalamet. Et donc, second film pour Netflix du réalisateur David Michôd, qui avait réalisé l'excellent The Rover, avec Guy Pearce et Robert Pattinson dans les rôles principaux. Le film qu'il a fait pour Netflix, c'est War Machine avec Brad Pitt. Vous l'avez peut-être vu ? Ouais, je l'ai vu. Ouais. Je l'ai pas vu, moi. Mais il y a Brad Pitt dedans, non ? Brad Pitt. C'est pas un grand film, hein, mais bon. Non, c'est pas terrible. Ça se regarde. Donc, l'histoire d'Henri V, elle avait été réécrite par Shakespeare en pièce de théâtre. Mais là, le film s'en éloigne vraiment et le réalisateur réinterprète les événements historiques. Et croyez-moi, c'est franchement très bien vu. Le personnage d'Edgerton, de Chalamet et même la fin sont différentes de la pièce de théâtre. Et la réalisation est très brillante. Je pense à un plan séquence notamment sur un champ de bataille où on suit Timothée Chalamet qui est juste fou. La bande son, elle est un petit peu envoûtante, je dirais comme l'heure de la sortie, un petit peu pour faire un comparo. Maintenant, il y a vraiment le thème principal de The King qui est là, quoi. Et ce thème-là, quand on l'entend, c'est franchement jouissif. Scénario relativement bien écrit, acteur très bien dirigé. Le film a franchement tout pour séduire. Et je vous le recommande, car vraiment, le scénario est prenant. Du début à la fin, le film fait 2h20, mais du début à la fin, c'est vraiment prenant. Et écoutez, Timothée Chalamet, on commence à le connaître, mais il est vraiment, il porte le film. Au début, il a une gueule de con un peu, mais au fur et à mesure du film, ça se transforme, et il est très très fort. Donc moi, je vous recommande le film, bien sûr.
Eh ben, on le regardera. De toute façon, je pense que je le regarderai aujourd'hui. Donc, au pire, j'en parlerai la semaine prochaine. Ouais, moi pareil. Au scénario, c'est David Michaud et Joel Edgerton. Comme j'avais dit la semaine dernière, finalement. Ouais, autant pour moi, je m'en souviens plus. Il n'y a pas de souci. Voilà, messieurs, on va passer à la séquence Le Choix. Sauf qu'il s'agit d'un vrai ou faux. C'est un petit jeu. Je vais compter les points pour savoir qui gagne. Bon, malheureusement, il n'y a rien à gagner, mais croyez-moi, c'est très amusant à faire et relativement sympa. Enfin, je l'espère parce que j'ai testé tout seul, je vais taper des grosses barres. Donc, je vais vous demander, messieurs, de répondre dans l'ordre logique. Joss, Romu et Jérém, vrai ou faux? Ne dites rien, je veux juste vrai ou faux. Moi, je note si c'est vrai ou c'est faux pour vous. On a des jokers, hein, 50-50. Vous avez le droit à un indice. Ok. Voilà, par personne pour la durée du truc. Et j'ai le droit de prendre le téléphone? Non, interdit, voilà. Non, les infos sont sur Internet. Donc, interdit. Okay. Ah, c'est bon. J'ai pris des trucs relativement connus. Premier, affirmation. Les bruits émis par les brachiosaures dans Jurassic Park sont une combinaison de sons émis par une baleine et un âne. Vrai ou faux, Joss? Vrai. Vrai. Totalement vrai, j'ai l'info. Ok. Et donc? C'était vrai. Bonne réponse à tous. Attendez, je note en même temps. Dans Benjamin Gates et le Trésor des Templiers, les gentils utilisent Google et les méchants Yahoo. Faux. Ouais, je veux dire vrai. D'accord. Je sais pas, je dirais faux, j'ai pas d'info. C'était vrai, bravo, Romu. Oh yes. Bravo, Romu. Les séquences complètes de 2001, l'Odyssée de l'espace, donc je parle des rushs tournés, durent plus de 100 fois la durée totale du film. Vrai ou faux? Vrai. Ah, c'est énorme, je dirais faux. D'accord. Je dirais vrai, selon avec Kubrick, c'est un fou lui. Ok, effectivement c'est un fou parce que c'est pas plus de 100 fois, c'est plus de 200 fois. Bien joué Romu, c'était faux. Ah, d'accord. C'est subtil ton truc là. Ah, c'est subtil. Et dernière affirmation, messieurs, Morgan Freeman a rejoint le casting de Seven 2 jours avant le début du tournage. Attends, j'essaie de réfléchir vite fait. Je dirais... en fait, je vais dire faux. Non, pardon, je vais dire vrai parce que je vois pas où t'aurais pu pondre cette info, donc je vais dire que c'est vrai ça. Je suis du même avec lui, donc c'est vrai pour moi. Ouais, je vais faire ma baltringue, je vais dire vrai aussi. Écoutez, messieurs, l'info, c'est que c'est une vraie info, mais il ne s'agit pas de Morgan Freeman, mais de Kevin Spacey. Donc vous avez tous les 3 faux. Ah merde. Parce que c'était faux. Voilà où j'aurais pu prendre l'info. En fait, j'ai pris des vraies infos et je les ai transformées. Ah ouais, d'accord. Ouais. Félicitations à Romu. Bravo. Qui gagne avec 3 points. Et vous, messieurs, vous avez 1. Est-ce que ça vous plaît comme jeu? Ouais, mais pourquoi il s'appelle Le Choix? Parce que tu choisis vrai ou faux. Ah d'accord. Ok. T'as d'autres questions ou pas? Là, c'est tout. Là, c'était sympa. Ouais, ça me plaît, c'est sympa. Et... Ouais. J'aime bien aussi le truc des acteurs et réalisateurs, là où on doit choisir. Ouais, mais t'inquiète, on changera de temps en temps. Ou alors on rajoutera une petite colonne en plus, peut-être. Ouais, on est plus à 1 heure près. Ah non, là, on est plus à 1 heure près. Écoutez, on va passer à la section Recommande-moi. Et Jérém, vu que tu parlais, on va commencer par toi. Dis-nous. Moi, je voulais parler de Pleasantville. Qui a vu Pleasantville, déjà? Pas moi. Pas moi. Ah ok, ça fait une belle équipe quand même. C'est un film avec Tobey Maguire et Reese Witherspoon. Je sais. Attends, elle a joué dans quoi déjà? On l'a déjà vu plusieurs fois. Là, comme ça, j'ai plus les titres. Reese en plus. Oui. Elle a joué dans. Elle a fait Big Little Lies récemment. Ouais. Ouais, bon, Wild. Voilà, Wild. Voilà, c'est surtout ce film-là, ce truc qui m'avait vachement marqué. Voilà. Il y a aussi le mec qui joue dans. Comment il s'appelle déjà? C'est Jeff Daniels ou Joan Allen, celui-là qui joue avec Jim Carrey? C'est Jeff Daniels dans Dumb and Dumber. Ok, voilà. Bon, il y a lui qui joue dedans. Voilà. Bon, bref, il y a des petites têtes quand même dedans. Je vous dis vite fait le synopsis. Après, je vous dis un peu ce que j'en pense sans vous spoiler, bien évidemment. David, naïf et rêveur, s'évade au quotidien grâce à Pleasantville, un sitcom des années 50. Là-bas, tout est bonheur, calme et simplicité. À l'opposé, sa sœur jumelle Jennifer, impertinente et branchée, vit à fond son époque. Un soir, un étrange réparateur de télévision leur donne une télécommande qui les projette dans l'écran. Les voilà obligés de vivre à Pleasantville, en noir et blanc, dans un monde d'un autre temps. Mais Jenny n'entend pas se soumettre à cette vie bien trop tranquille. Et bientôt, c'est Pleasantville qui se détraque. Donc, ce film... Non, c'est beaucoup plus subtil, largement. Déjà les acteurs, rien à voir, on est dans un autre délire. En fait, ce qui est bien en fait dedans, voilà, il y a Tobey Maguire déjà aussi.
Donc voilà, c'est un bon acteur quand même, on peut pas. Ouais, très bon acteur. Moi, j'aime bien. On peut pas le nier. Voilà. Donc ils vont rentrer, si vous voulez, dans une série où il se passe pas grand chose en soi. Enfin, tout se passe bien en fait. Hein. C'est les familles du bonheur en gros. Et en gros, en fait, la fille va faire un événement en fait qui va déboussoler tout l'univers en fait de la série en fait. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure en fait du film, il va se passer, on va dire, des croisements entre le noir et blanc et la couleur. Et vous allez voir que ça sera énormément ancré, on va dire, dans notre réalité à nous en fait. Bien sûr, avec le racisme, hein, vous avez bien compris. Voilà. Donc, je vous en dis pas plus parce que ça serait vraiment dommage, on va dire, de vous spoiler, on va dire, les éléments du film. Mais c'est un film qu'on parle très peu. Il va être difficile à trouver en Blu-ray avec les voix françaises, donc je vous conseille au pire le DVD. C'est pas très grave, hein. Mais c'est un film qu'on parle très peu et je trouve qu'au niveau du budget et des effets visuels avec le noir et blanc et la couleur sont assez dingues. Voilà. Donc, je peux que vous conseiller ce film-là qui est une petite perle en fait. Vous en pensez quoi? Moi, j'ai peur que tu m'aies trop vendu le projet, en fait. J'aurais peut-être aimé découvrir vraiment ce qui se passait et tout ça. Après, moi, tu m'as déjà parlé du film il y a longtemps, donc je sais ce que tu m'avais dit. Mais j'avoue que j'aurais peut-être aimé en savoir un peu moins, quoi. Ah, bon, désolé alors. Il n'y a pas de mal, t'inquiète. Et toi, Joss? Moi, ça m'a donné envie. Et du coup, pareil, je l'ai ajouté à ma liste. Après, putain, ça va être galère de le trouver, apparemment. On va essayer de voir. T'inquiète. Tu connais Plex ou pas? Ouais. En fait, je comptais sur toi. Okay. Il y est déjà. Ah, il est déjà. Ouais. Parfait. Ah ouais, tant pour moi. Et du coup, non, ça donne envie. Tobey Maguire, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Donc, et c'est un film que j'ai pas vu, donc ça me fait une découverte avec lui. Donc, sous-employé, Tobey Maguire. Ouais, assez sous-employé, je suis d'accord. Moi, le dernier film avec lui qui m'a marqué, c'est un film avec Josh Brolin et Kate Winslet. Oh, pardon. Je vois pas ça vous parle pas? Je vois pas de quel film tu parles. Vraiment. Non, moi non plus. Une après-midi. Ah, une après-midi à... Ah oui, putain. Je vois ce que tu veux dire. Excellent film. Tu l'as vu ou pas? Je l'ai pas vu. Ah, dommage. Parce que le film est excellent et il y a Tobey Maguire dedans. Donc je vous le recommande. Bref, c'est pas le... Mais il fait que 3 films en ce moment. Ben non, Tobey Maguire fait pas grand-chose. Je crois qu'il a fait une série il y a pas longtemps. Ouais. Mais Tobey Maguire... c'est ce que je dis, en fait, sous-employé, vraiment. Oui, il fait partie des acteurs sous-employés avec Patrick Wilson. Enfin, je sais pas, Patrick Wilson, il fait beaucoup de films, mais après, peut-être pas dans les contrées. Je suis un peu d'accord. Moi, j'ai envie de le voir aussi, parce que ça a l'air très original. En fait, Tobey Maguire, il était bunkable à l'époque, hein. C'était le mec qu'on a appelé souvent, on va dire. Mais après, c'est vrai que là, ça fait un moment qu'on le voit plus trop, quoi. Mais écoute, en tout cas, ouais, puis on le verra, puis on dira ce qu'on en pense. Écoute, en parlant de Romu, on va passer à Romu. Oui. Tu veux nous parler de On l'appelle Gigrobot, je crois? Ouais, je voulais vous parler de On l'appelle Gigrobot, un film de super-héros italien. Déjà, que vous en avez déjà entendu parler? Pas du tout. Je connais de nom, moi, mais j'ai jamais vu. Ouais. Toi, Anto? Moi, je l'ai en Blu-ray. Ah ouais, tu l'as en Blu-ray? Tu te rappelles pas? C'est toi qui me l'avais acheté. Ah ouais? Je m'en souviens pas, tu vois. On avait fait un échange, je sais pas si tu te rappelles, à un moment. Ah si, oui, désolé. Mais t'as une grosse mémoire, c'est abusé. Ah mais t'inquiète, je me rappelle, c'est tout. Mais donc je l'ai pas encore vu, mais c'est vrai que j'avais très envie de le voir, mais peut-être que là tu vas me donner très très envie de le voir tout de suite. J'espère. Vas-y. Et toi, Jérém? J'ai pas vu gros. Qui récompensé, sorti en 2017. Donc il a remporté 7 David di Donatello, c'est l'équivalent des Césars en Italie, dont meilleur acteur, meilleure actrice dans un premier et second rôle, et meilleur réalisateur débutant. Poursuivi par la police dans les rues de Rome, Enzo plonge dans les eaux du Tibre et entre en contact avec une substance radioactive qui le contamine. Il réalise bientôt qu'il possède des pouvoirs surnaturels, une force et une capacité de régénération surhumaine qu'il décide de mettre au service de ses activités criminelles, du moins jusqu'à ce qu'il rencontre Alessia. C'est un film de super-héros qui sort des codes établis par les films de super-héros américains, estampillés DC et Marvel, vous savez de quoi je parle. Qui vampirise le grand public depuis 10 ans. C'est un film dépaysant pour moi, fait avec peu de moyens malheureusement, mais une énergie, une sacrée énergie quand même, et qui détourne les codes du film de super-héros en utilisant notamment le réseaux sociaux. Je ne vais pas vous en dire plus. Il parle des difficultés sociales dans les banlieues de Rome et le climat tendu qui règne là-bas. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Non, je suis pas au courant. Voilà, vous le saurez en regardant le film. Donc je vous recommande, si vous en avez un peu ras-le-bol, des films de super-héros à la Avengers. Bon, on a eu des films intéressants comme Joker.
Mais bon, voilà. Ah oui, t'en as pas marre de la formule narrative des films Marvel? Bah, moi, je kiffe, hein, gros. Moi, j'aime pas tous les films. Mais franchement, après, gros, il y a des bons films hein, chez Marvel. Je trouve, en fait, les gens, ils sont durs, en fait, un peu avec les Marvel ou les DC. Les DC, je trouve, bon, ils ont raté pas mal de films, mais ils en ont réussi aussi pas mal. Genre Aquaman, C'est pas Wonder pareil, Woman. Ouais, c'est différent. Mais genre, même Marvel, moi, je sais pas, j'aime beaucoup de films, tu vois, de Marvel. Hein. Et je kiffe, et à chaque fois, je prends plaisir à les regarder. Ouais, oui, on prend plaisir, tu vois, mais c'est vrai que c'est répétitif. Alors, c'est Ouais, toujours pareil. ça tourne en rond. Un exemple de cette répétitivité, d'ailleurs, c'est Ant-Man 2, quoi. Bah, Ant-Man 2, il est pas terrible, je suis d'accord, mais bon, c'est un petit film comme ça, quoi. Après, mais il est pas fou, je suis d'accord, moi, j'ai pas trop aimé, hein, le 2. Mais genre, les Avengers, ils sont terribles. Avengers Infinity War et Avengers Endgame, ils ont pas du tout la même formule narrative que les autres, justement. Ouais, ils sont différents, c'est clair. C'est clair. Bon, après, je sais pas. Genre, je trouve les Gardiens de la Galaxie, c'était différent et tout. Tu vois, il y a plein de films, quand même, qui ont été un peu différents. Ouais. Voilà, bon, après, c'est mon avis. Hein. Je sais qu'on partage pas tous le même avis, mais moi, je vois, j'aime bien le film Marvel. Ça me fait kiffer. Mais bon, ton film, gros, rien que le synopsis, il me donnait envie, hein, quand même. J'aimerais vous poser une question à tous les deux. À quoi vous fait penser le titre? Enfin, vous pensez à quoi? Quand je vous dis, on l'appelle Gigrobot. Parce que c'est vrai que le titre est assez intriguant. J'en ai pas parlé. Moi, ça me fait penser à un dessin animé avec un robot, là. Je sais pas pourquoi. Je Ouais. cherche pas à comprendre un robot, genre qui est blanc-bleu, là. J'en dirai pas plus. Ok, bah, ça me fait penser à ça. Et toi, Anto? Pas grand-chose, hein. D'accord. Tu verras en regardant le film. On l'appelle... Si, ça me fait penser à une phrase de Média. En mode, regardez, flash spécial, on l'appelle Gigrobot. Non, t'as raison. Enfin, moi, je trouve que t'es pertinent. Bah, vu que t'as évoqué le Média après. Ouais, non, t'es pertinent, mais t'en es un peu loin. Donc, tu verras pourquoi on l'appelle Gigrobot. Ok, très bien. Je vais vous parler de la série Canal+, La Guerre des Mondes. Alors, il faut savoir un truc. Pardon ? Je l'ai mise de côté, je l'ai téléchargée, celle-là, en plus. Ok. Il y a 2 séries La Guerre des Mondes en ce moment. Bah, j'ai pris celle qui est sur le Canal+, il me semble, je sais pas de bêtises. Ok, ouais, bah, c'est la Canal+. Il y a 2 séries La Guerre des Mondes? Ouais, les 2 s'appellent La Guerre des Mondes. Il y en a une qui se passe à l'époque victorienne anglaise et il y en a une qui se passe là. Il faut savoir que c'est une coproduction. J'espère que j'ai la bonne. J'espère que j'ai la bonne. Non, mais au pire, l'autre, il paraît qu'elle est mieux. Mais la série n'est pas incroyable. Hein. On va se le dire tout de suite, la série n'est pas incroyable du tout. Cependant, elle se tape un 2/5 sur Allociné et un déferlement de haine, mais vraiment de haine. En fait, je pense que son principal défaut, c'est de s'appeler La Guerre des Mondes. En fait, c'est une série presque d'auteur. C'est une série qui est très intimiste. C'est une série où on voit pas trop les extraterrestres, les monstres. C'est relativement lent. Et les personnages sont français. Une partie. Il y a des personnages anglais. Par exemple, on a Léa Drucker. Dans l'un des 3 arcs narratifs, on a Gabriel Byrne, qui est un très bon acteur, mais bon, malheureusement, on s'en sert plus trop. L'arc narratif de Léa Drucker ne sert à pas grand-chose, et elle est pas très bien dans le rôle. Ça sert à un truc en majorité, mais c'est au début de la série, et après, ça ne sert plus du tout à rien. Cependant, en fait, il y a 2 des arcs narratifs que je trouve très intéressants, notamment un arc narratif avec le personnage qui s'appelle Chloé et son frère, qui est flic, et un personnage qui s'appelle... Je sais plus comment il s'appelle. Mais en gros, c'est l'histoire de 2 familles qui essaient de se réunir, globalement. Et en fait, la série se fait déglinguer parce qu'elle n'a pas le budget et les ambitions qu'une série La Guerre des Mondes devrait avoir. Donc quand on pense à La Guerre des Mondes, à la base, c'est un roman, mais on pense évidemment au film de Steven Spielberg avec Tom Cruise. Et en fait, le problème, c'est que voilà, comme la série s'appelle La Guerre des Mondes et que le film de Steven Spielberg s'appelle La Guerre des Mondes, les gens s'attendent à avoir du blockbuster. Pour moi, ça se rapproche beaucoup de Dans la brume en termes de film. Est-ce que tu l'as vu, Romu? Ouais, j'ai vu. T'as bien aimé? Un film de genre français. Ouais, t'as bien aimé? Ouais, j'ai bien aimé, ouais. Ok, Josh, je sais qu'il avait adoré aussi Dans la brume, vraiment. Et il a été plus par le... Il a été très bien reçu, voilà. Et Jérém, tu l'as vu Dans la brume? Je sais pas pourquoi je l'ai pas vu encore, mais je connais ce film. Et effectivement, j'ai beaucoup envie de le voir. Ouais, bah écoute, toi, tu verrais dès que tu peux. Et donc, La Guerre des Mondes se rapproche beaucoup de ça. Elle m'a fait sur beaucoup d'aspects, me fait penser à ça. Mais le problème, c'est que voilà, en fait, je vous en parle pas parce que la série vaut vraiment le coup, bien qu'elle se laisse très bien regarder. Perso, j'ai torché les 8 épisodes en 2 jours. Mais en fait, je vous en parle surtout parce qu'elle est en train de se prendre un torrent de shitstorm, hein, littéralement. Et elle le mérite pas. Les gens ne sont juste pas capables de comprendre que c'est une série autoriste qui est lente, avec des personnages qui parlent beaucoup, avec du développement de personnages, avec plein de choses comme ça. Et ça me fait royalement chier, en fait, que les gens ne comprennent pas ça. Je vous en parle je suis d'accord pour que vous y jetiez un coup d'œil. Si je peux me permettre. Je vais revenir sur ce que tu as dit par rapport au fait que quand on parle de La Guerre des Mondes, on pense forcément au film de Steven Spielberg. Ouais. Je commence à en avoir un peu ras-le-bol des gens qui comparent forcément 2 œuvres qui parlent d'un même sujet
ou qui suivent un même personnage, comme le Joker. J'en ai marre du fait qu'on puisse comparer, parce qu'il n'y a pas forcément le même ton, comme tu viens de le dire. Ouais. On ne retrouve pas forcément le même ton dans les deux œuvres, de la Guerre des Mondes, en l'occurrence. Donc j'aimerais bien qu'on regarde une œuvre en tant que telle, tu vois. Pour le coup, il s'agit de deux adaptations différentes, royalement différentes, vraiment. La Guerre des Mondes étant aussi adaptée du roman de base, d'origine. Maintenant, La Guerre des Mondes, voilà, c'est une série coproduction franco... Je sais pas si c'est franco-américain ou franco-britannique, Moi, j'ai britannique. Je crois que c'est je pense que c'est franco-britannique, parce qu'il y a une partie qui se passe à Londres. Mais le truc, c'est que c'est lent, en fait. Et ça dérange les gens. Le problème, quand on n'a pas beaucoup de budget sur un truc comme ça, c'est qu'on ne montre pas beaucoup les extraterrestres, du coup. Et en plus, ils ont une forme très particulière, mais c'est très dérangeant au début. En fait, c'est une forme tellement familière à l'homme que c'est très dérangeant. Le fameux Uncanny Valley, mais le truc, c'est que c'est pas sous forme humanoïde, les extraterrestres. C'est une autre forme, mais qu'on connaît beaucoup. Et en fait, du coup, ils les montrent pas beaucoup. Et en fait, c'est ça qui dérange. Pourtant, voilà, Predator, ça a été fait avec pas de budget. Et le Predator, on le voit jamais. Et ça a dérangé personne. Donc, je vois pas pourquoi là, c'est censé faire chier les gens. Mais je pense que le public contemporain, il est habitué à cette monstration, tu vois. Parce qu'il regarde trop de blockbusters. C'est ça. Vraiment, voilà. Mais bon, la série, elle n'est pas incroyable, comme je disais. Cependant, il y a des développements de personnages. Je pense notamment à l'épisode 4, où il y a vraiment un dialogue entre deux personnages qui va amener beaucoup de choses dans la série. Et que moi, je trouve tellement bien foutu. Donc voilà, bravo pour l'initiative. Je pense qu'il faut soutenir ce genre de série malgré tout, même si elle se fait déglinguer. Et puis voilà, elle ne mérite pas l'assistante qu'elle s'est pris. Okay. En tout cas, tu m'as donné envie de la découvrir. Au moins les premiers épisodes. Donc je me laisserai bien tenter. Elle est disponible sur quelle chaîne ou quelle plateforme? MyCanal. Impeccable. Ouais, que ça t'a donné encore plus envie, ou est-ce que le fait que ce soit lent, etc., ça te décourage un peu? Oh, ça me décourage pas du tout. Hein. Moi, il y a beaucoup de séries moi, que je regarde qui sont très très lentes. Hein. Si on regarde même la série Racine, c'est extrêmement lent, extrêmement dur à regarder. Mais ça des Racines et des ailes, là. Non. Donc non, ça me donne beaucoup envie. Du coup, je vais peut-être regarder les deux, du coup, si c'est relativement différent, tu me dis quand même. J'ai pas vu l'autre, mais je crois que déjà ça se passe à l'époque victorienne, donc début du XXe siècle. Et je crois qu'il y a beaucoup plus de monstres. Mais déjà, les monstres ont une forme beaucoup plus logique et plus normale, en fait. Écoute, j'essaierai peut-être de regarder les deux, mais les deux, ouais, ça me hype pas mal. Jérém, tu voulais nous faire une chronique sur les films cultes. J'ai hâte de savoir de quoi tu vas nous parler, parce que je comprends pas toujours. Ok, bon, je l'ai écrit pour le coup, pour qu'elle soit assez concise. Voilà, bon, je commence. J'ai beaucoup pensé à cette chronique. Je me suis dit, le cinéma existe depuis 1892, un peu moins de 130 ans, et à l'échelle du monde, finalement, c'est pas grand-chose. Et on peut constater une vraie histoire cinématographique incroyable, tellement riche. Nous avons voué un vrai culte à tellement d'œuvres. Il y a eu énormément de suites et remakes, souvent pour des œuvres à succès afin de revivre les premières sensations vécues. J'en viens donc à ma chronique de départ. Dans 50 ans, 100 ans, avec les générations qui changent, va-t-il y avoir des œuvres à la base cultes qui finiront par être oubliées? C'est une question qui me revient si souvent, et parfois je vais plus loin, je sais pas, dans 500 ans ou 1000 ans, quand l'histoire du cinéma sera plus riche que maintenant, cela sera-t-il une réalité? Et quel est ton point de vue à toi? Alors mon point de vue, vu que pour moi là, ça fait pas si longtemps que ça à l'échelle du monde, on va dire que le cinéma existe, et je sais pas pourquoi il y a beaucoup d'œuvres qui vont finir par être oubliés. Je dis pas les gros trucs style Star Wars et tout, tu vois. Mais je sais pas, genre potentiellement peut-être que les films Hitchcock, peut-être au fur et à mesure du temps, avec les générations qui changent, tu vois. Il y a beaucoup de choses pour moi qui pourront finir par être oubliées. Hitchcock, j'y crois moyen parce que c'est quand même les fondements du cinéma. Ouais, mais est-ce que tu imagines genre dans 500 ans, 1000 ans, tu vois, on est quand même... Moi j'imaginerais dans 500 ans, 1000 ans, parce qu'à mon avis on sera full dead, mais... Ouais, on sera full dead, mais ça... T'as pas cette pensée des fois de te dire qu'est-ce qui va se passer C'est compliqué de prévoir comment réagiraient les gens, d'autant que les générations, à mon avis, et ça doit être le problème majeur, parce que quand on voit la génération qu'on a maintenant et la génération qu'il y avait à l'époque d'Hitchcock ou ce genre de choses, ça n'a vraiment plus rien à voir. Et les œuvres cultes agissent en leur temps, selon les générations, je dirais. C'est pour ça que je pense ça, justement, vu que les générations ils changent et qu'ils perdent de l'intérêt des fois sur beaucoup de choses qu'il y avait à l'époque, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, et je pense que ça s'applique un peu pour toutes les œuvres, on va dire tout l'art en soi, ça peut s'appliquer avec, parce que les intérêts sont différents au fur et à mesure du temps en fait. Je pense qu'il y a un paquet de films cultes qui resteront cultes toute la vie, parce que c'est comme je te dis, les fondements et les principes du cinéma. Je pense à Orson Welles avec Citizen Kane, tout à fait. Et donc ce genre de choses, tu vois, je pense que c'est des trucs qui resteront cultes, parce que voilà, considéré comme l'un des meilleurs films.
temps. Dans 500 ans, si on avait une œuvre comme ça qui venait à sortir, ça serait l'œuvre de toute une génération, mais on saurait derrière toujours que avant lui, il y avait des gens, et il y avait des films comme Orson Welles, comme Citizen Kane, pardon. Orson Welles, c'est pas un film, hein. Et donc, pardon. Et donc, pour moi, voilà, c'est impossible de prévoir. Je pense cependant que il y a des œuvres qui resteront cultes tout le temps, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on se dira, sans eux, on n'en serait pas là, tu vois. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Il y a des œuvres qui resteront cultes dans la mémoire collective parce qu'on entretient leur mémoire, comme les œuvres d'Orson Welles. On continue à les rééditer en DVD, en Blu-ray, en steelbook même. Je pense qu'il y a eu des steelbooks de ces films-là. Après, je pense que le concept de culte, d'œuvre culte va évoluer avec le mode de consommation. Parce qu'avec Netflix, on a ce principe de bouche à oreille, puisque le film, il reste sur une plateforme pendant plusieurs années, sur un laps de temps assez long, contrairement aux films qu'on voit en salle. Les films qu'on voit en salle, ils restent grand maximum 12 semaines, je pense. Donc là, on n'a pas on a un effet différent sur le temps. Voilà. Je pense que des œuvres comme la trilogie de Nolan, par exemple, parce que il y aura, c'est pas des films qui ont su révolutionner le cinéma à leur époque, bien que les films soient très bons, tu vois, je suis le premier à adorer, mais c'est pas des films qui ont su révolutionner le cinéma. Mais cependant, ce sont des très très bons films, mais malheureusement, des très très bons films, il y en aura d'ici 100 ans, 150 ans, 200 ans. Et je vois pas un pédo sortir en mode, ouais, tu te rappelles de Heath Ledger en Joker, c'était le feu, tu vois. D'ici là, il y en aura eu des milliers des Jokers, sûrement. Enfin, des centaines plutôt, pas des dizaines. Surtout que le cinéma, de quelle façon il va évoluer, parce que si on va pas, je sais pas, il y a 150 ans, quoi, il y avait encore des cow-boys, quoi, en Amérique. Je veux dire, ça va évoluer de quelle façon, en fait, tout ça? Et là, on est qu'au début, finalement, on est qu'aux prémices du cinéma. Donc, il va y avoir des trucs de fous qui vont arriver, ou pas du tout, même. C'est vrai que c'est compliqué de voir comment ça peut évoluer. Moi, j'ai remarqué qu'on consommait de plus en plus rapidement le cinéma. Ah, mais ça, c'est tout dans la vie. On avait tendance à plus rapidement certaines œuvres. Ça, c'est la vie. Tu veux ça? C'est assez. La surconsommation, elle est là, mais elle est partout. C'est terrible. Moi, je trouve partout, ça terrible. Je sais partout, quoi. C'est compliqué, ouais. À prévoir, je pense, c'est très compliqué. Est-ce qu'il y a des gens comme nous, des cinéphiles aguerris et vraiment fans de cinéma, pour s'en rappeler, ou est-ce qu'il y a que des gens comme les gens qui vont mater des Annabelle et des Marvel au cinéma? Enfin voilà, ce genre de personnes-là, tu leur cites Citizen Kane, ils vont être là en mode pourquoi tu me parles de bouffe, hein, tu vois, genre. Ah, mais c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai appuyé, on va dire, cette chronique-là, parce que c'était compliqué, on va dire, de savoir en fait comment ça va évoluer tout ça, en fait. Moi, je pense qu'on va venir peut-être à un moment donné où il y aura, je sais pas, peut-être l'ancien Blade Runner, peut-être que, ou Fargo. Voilà, Blade Runner, peut-être pas, mais genre Fargo, c'est pas impossible que ça s'oublie, tu vois. Ça s'oublie dans 200 ans, 500 ans, tu vois. Ce genre d'œuvres qui sont cultes, qui sont folles, mais c'est pas impossible, tout ça. Ouais, et pourtant, en ce moment, on en parle, tu vois, on en parle, c'est connu et tout. Mais quand ça sera un peu plus évolué et tout, avec plein de films qui sera sortis au cinéma, je pense que ça peut être oublié. Bah, je pense que pardon, excuse-moi. Je pense que le meilleur moment pour c'est par exemple quand tu interrogeras un réalisateur et qu'il citera ses références. Un mec qui te sort aujourd'hui n'importe qui te sort mes références, c'est Citizen Kane, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait, tout à fait. Ok, ouais, c'est intéressant pour le coup. Eh ben ouais, je pense que les films cultes risquent d'être voués à disparaître. Mais je pense par contre que c'est aux réalisateurs modernes ou futurs, donc les futurs réalisateurs modernes, de citer ces films un peu anciens pour permettre en fait de continuer à les faire vivre. Il y a beaucoup de films des années 50 et des années 40 que j'ai découvert grâce à des interviews de réalisateurs que j'aimais beaucoup, par exemple Nolan, Fincher, Scorsese, qui citaient des anciens films, et c'est grâce à ces interviews que j'ai découvert ces anciens films. Sinon, je pense que je les aurais jamais vus. Donc du coup, oui, je pense que malheureusement, avec le temps, c'est voué un petit peu à... Les films cultes actuels sont peut-être voués à pas disparaître, mais à s'effacer. Mais c'est un travail aussi aux cinéastes futurs de les laisser en vie et même de les remettre en valeur, et peut-être qu'ils feront encore des remakes, des reboots, etc. pour permettre de les garder en vie. Bah écoute, globalement, on partage le même avis. Maintenant, j'ai encore vu personne se décider à faire un remake de Citizen Kane. Mais après, tu as raison sur un truc, je pense que ça viendra beaucoup en série, tu vois. Par exemple, Bates Motel, ça reprend quand même beaucoup Psychose, tu vois. Et je pense que c'est aussi grâce à peut-être aux séries qu'on arrivera à garder certains anciens films cultes en vie. Et du coup, je vais pas vous mentir, j'ai jamais vu Citizen Kane. Ah, c'est dommage. Ouais, j'ai jamais vu.
Non, mais écoute, débat très très intéressant. Non, on va passer, je pense, à la chronique de Joss. Tu peux réunir ton recommandement et ta chronique. Ok, ouais, bah en fait, ouais, je peux les relier parce qu'ils sont reliables pour le coup. Bah, c'est pas ils sont reliables, c'est pareil, quoi. Ouais, oui, oui, carrément, oui, du coup, on peut carrément faire un lien direct. Alors en fait, ouais, du coup, je mélangeais les deux. Le film que je voulais vous recommander à la base, donc c'était le film Revenge de Coralie Farja. Donc je sais pas si vous l'avez vu. Non, mais je crois savoir de quel film on parle. Ouais. Alors le en fait, coquin. voilà. Quoi? Oh, le coquin, Jérém. Ah, ouais, tu m'étonnes. Et ouais, donc Revenge, bah, comme son nom l'indique, c'est un revenge movie assez classique. C'est-à-dire que l'histoire, c'est une très jolie demoiselle qui va se faire violer puis laisser pour morte. Et forcément, elle n'est pas morte et elle va se venger. Donc ça, c'est vraiment du film de vengeance classique. Après moi, le film de vengeance, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. En principe, ça marche toujours très bien sur moi. J'ai beaucoup d'empathie à chaque fois pour la victime et quand la victime se retrouve prédatrice, ou prédateur selon le film, ça me plaît beaucoup. Donc du coup, je vais vous parler de ce film parce que c'est un film français. C'est un film de genre français, pour être plus précis. Et je trouve qu'on a de vrais talents dans le film de genre français. Et malheureusement, pour faute de moyens, faute de production, faute de plein de choses, ils sont assez mal distribués. Par exemple, je vais parler de Julia Ducournau qui nous a fait Grave, qui était un film pour moi juste exceptionnel, mais qui n'était pas diffusé dans toutes les salles en France. Et c'est quand même dommage parce qu'on a quand même une femme de talent en France et on ne permet pas la distribution de ces films pour tout le monde. Donc c'est assez dommage. Donc du coup, et puis on peut parler aussi d'Alexandre Aja qui est obligé de partir aux États-Unis pour pouvoir faire ses films parce qu'en France, faute de moyens et trop risqué, eh ben on les a pas fait. Donc du coup, il a dû partir aux États-Unis. Donc du coup, pour parler de Revenge, c'est un film en fait avec une réalisation très pop, très esthétique. Coralie Farja s'amuse beaucoup à faire basculer sa caméra de pièce en pièce ou dans des paysages vraiment somptueux parce que le film il est tourné une partie dans le désert marocain, donc on a des paysages magnifiques. Et on a aussi des couleurs très pop, parce que la maison, par exemple, où notre demoiselle va se faire violer, c'est une maison avec des vitres de couleur rose, bleu, donc on a vraiment des choses très stylisées. Certains diront que c'est un peu kitsch, mais moi je trouvais que c'était assez fun. Après voilà, le film c'est quand même un film un peu de série B, hein, c'est pas voilà, c'est quand même un peu à prendre au second degré quand même, mais je trouve que ça marche très bien, c'est très plaisant à voir, c'est très fun. Notre victime qui va devenir ensuite prédatrice, s'appelle Mathilda Lutz, qui est une actrice qui est assez bonne. Je parle au niveau du talent, parce qu'après, oui, elle est très très jolie, elle est même magnifique, mais elle a vraiment aussi un jeu qui passe quand elle passe en fait de proie à prédatrice, qui est vraiment très intéressant. C'est ultra badass, donc si vous aimez les personnages féminins badass, alors là vous êtes servi parce que on est vraiment au summum de la badasserie. Ensuite, le film est accompagné d'une BO un peu électro qui marche vraiment bien. Donc moi, je suis fan d'électro, donc du coup, la BO, je me suis régalé. Donc c'est tout cet ensemble qui donne un effet assez ultra kiffant, ultra fun. Et voilà, du coup, c'est français, ça tente quelque chose. Il y a un message derrière, donc c'est un film comme qui est assez pro-féministe. Et c'est fun. Et le message pro-féministe, il n'est pas non plus trop exacerbé, c'est pas trop lassant, parce que les films à la morale, au bout d'un moment, ça gonfle un petit peu. Là, c'est juste, voilà, un petit message, mais assez bien glissé tranquillement. Et du coup, voilà, c'est fun, c'est bon, c'est français et ça mérite d'être vu. Et du coup, je rebondis sur ma chronique où je voulais un peu parler de Julia Ducournau et du coup mélanger un peu les films de genre français. Julia Ducournau, c'est une femme qui m'a vraiment fait croire aux films de genre en France. Voilà, avec son Grave, j'ai pris une telle baffe dans la gueule que du coup, voilà, m'a fait croire en ça, parce que vous savez que les films français, c'est pas trop ma came, j'ai beaucoup du mal. Mais quand c'est fait comme ça, avec vraiment du talent, du cœur et une intelligence, parce que c'est une femme qui est ultra intelligente. Récemment, elle a fait une vidéo pour Combini, où elle est dans un vidéoclub et elle parle de cinéma. La vidéo dure 20 minutes et franchement, la vidéo pourrait durer 1 heure et demie tellement je trouve que tout ce qu'elle dit est intéressant. Je trouve que c'est une femme vraiment intéressante et il faut vraiment soutenir le cinéma de genre en France parce qu'on a des gens de talent et il faut qu'ils puissent s'exprimer pour qu'on puisse continuer à prendre du plaisir. Et du coup, voilà, je prends Julia Ducournau en exemple parce que pour moi, c'est celle qui représente là le mieux à l'heure actuelle ça, mais on peut prendre aussi Alexandre Aja, par exemple. Mais je suis un petit peu moins fan. Donc, voilà ce que je voulais dire. L'excellent Ouais. Hostile. Ah, je l'ai vu. Tu l'as alors non, pas Hostile avec Christian Bale. Non, oui, merci. Ah, J'avais compris de quel aussi tu parlais. mais tu l'as vu quand? Ben, je l'ai vu, tu l'avais mis sur Plex à un moment donné, je l'avais regardé. Alors? Moi, j'ai beaucoup aimé. Bah, c'est français. Bien sûr.
Et donc voilà, donc réalisé par là, c'est du cinéma de genre. Pour le très fort Mathieu Turi, et c'est du cinéma. Ouais. Pareil, Ouais. une héroïne féminine, mais par contre, film pas féministe, là, pour le coup. Pas du tout. Ouais, c'est vrai. Et bah écoute, ça fait aussi plaisir, film avec des ambitions. Mathieu Turi, je sais qu'il est en projet pour réaliser quelque chose d'autre là. Mais il est en tournage. Hein. Et voilà, bah ouais, c'est ça, il a des projets. Suivez-le sur Instagram d'ailleurs. Ouais, et c'est un mec qui est très dispo aussi sur Twitter, qui répond. Moi, je sais qu'il m'a déjà répondu. Donc voilà. L'actrice principale aussi. Elle est anglaise, mais elle répond aussi. Donc voilà. Excellent style, donc si jamais vous avez envie de le voir, je pense à Jérém et à toi. Ouais, totalement, j'avoue. N'hésite pas à le regarder, il est vraiment très très bon. Après, Hostile, c'est très bon, hein. Franchement, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas ultra accessible. Hein. Tu vois, je peux comprendre qu'on n'aime pas parce que c'est quand même assez particulier. Et, je trouve ça moi, plus accessible que Grave, dans le sens où c'est pas 100%. Tu trouves que c'est... ouais, je pense que Grave est plus accessible que Hostile, tu vois, pour le coup. Ah, mais Hostile, en plus, c'est celui-là que j'ai que tu vas prêter en Blu-ray ou pas? Non, pas du tout, non. Toi, c'est le style avec Christian Bale que je te prêtais. Okay. Ah ouais, là, rien à voir. C'est Hostile avec un S. Ouais. Ouais, c'est ça. Dont on parle. Mais ouais, non, mais en tout cas, je le trouve excellent aussi. Mais en tout cas, t'as raison, moi, je suis très fan de cinéma de genre de base. Mais pour le coup, Grave là et Revenge, dont tu m'as beaucoup parlé, mais que j'ai pas eu le temps de voir malheureusement. Ouais, franchement, rattrapé. Après, voilà, je dis, c'est pas le film du siècle, attention. Mais je trouve ça très fun et j'aime beaucoup ce film, en fait. Voilà, j'ai trouvé ça très, très sympa à suivre. Si tu devais choisir, si tu devais classer Hostile, Grave et Revenge, je dirais Grave, Revenge et Hostile. Ok, bah écoute, très bien. Si je peux me permettre de réagir à ta chronique, je trouve qu'il y a un vrai réveil du cinéma de genre français depuis ces dernières années. Est-ce que c'est pas aussi grâce au succès de Julia Ducournau, parce que son film, il a beaucoup marché aux États-Unis aussi. Est-ce que du coup, ça n'a pas un peu emballé, tu vois, ça n'a pas créé un emballement? Parce que je trouve que depuis 2-3 ans, ça se réveille un petit peu et c'est depuis qu'il y a un peu Grave qui est sorti. Si, je pense que c'est ce film-là qui a créé, je pense, un engouement autour du film genre français, un nouvel engouement autour de ce cinéma en France. En fait, on y fait, pardon, si je peux me permettre, on y fait plus trop attention, mais en fait, on a cité Fury, on a cité lors de la sortie. Comment devenir un super-héros? C'est pas un film de genre. Ah non, c'est pas un film de genre. Il est considéré comme un film de genre. Hein. Moi, je pense que c'est un film de genre, mais avec un gros budget SF, tu vois, enfin, je sais pas, c'est bizarre quand même. C'est plus SF que film de genre, quand même. Vraiment, on retrouve ce côté horrifique dans le film de genre qu'on n'a pas du tout dans comment je suis... Enfin, on n'a pas vu le film, mais à l'abondance. En fait, j'ai du mal à identifier le film de genre. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en fait, c'est ça, la définition de genre, c'est qu'il est très peu classifiable, mais après, c'est le genre de manière générale, tu vois, avec un grand G. Dans le sens où... Oui, mais par exemple, Grave, tu peux quand même, c'est un film de genre, mais tu peux quand même le classifier largement, c'est un film d'horreur, en quelque sorte. Après, non, pour le coup, je suis pas d'accord. C'est un film de genre, mais je dirais plutôt que c'est un thriller horrifique. Ouais, peut-être, ouais. Après, c'est ça qui est compliqué avec l'horreur aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sous-genres de l'horreur. Oui, ça c'est clair. T'as les slashers, t'as les home invasion, t'as plein de trucs. Et je vais appeler Julia Ducournau, après je vais lui demander. Bah écoute, ouais, n'hésite pas, appelle d'autres gens aussi, si jamais ils veulent nous produire. Ouais, carrément. Alexandre Aja. Appelle tout le monde. Mais moi, je suis particulièrement fan aussi. Grave, vraiment, la claque. Hein. Ah ouais, c'était ouf. Très, très bon. Bah écoutez. Et il y a un budget qui a été débloqué par le CNC pour le cinéma de genre. Donc je trouve que c'est... Bah il serait temps, parce qu'ils avaient quand même débloqué un budget pour YouTube, donc autant débloquer pour le cinéma français. Pour YouTube, avant ? Bien sûr. Les créateurs vidéastes français, ils ont des aides du CNC. Ouais, tout à fait. Hard Disk, notamment. In the Panda, notamment. Enfin, beaucoup, hein, en vrai. Et pourquoi, moi, ils m'ont pas débloqué des fonds? Bah écoute, je suis presque sûr que c'est parce que personne te connaît sur YouTube. Ouais, je pense que c'est pour ça, ouais, parce que c'est vrai que s'il y a que ma mère qui me regarde, ça va pas faire. C'est compliqué, quoi. C'est clair. Bref, okay. Merci beaucoup, messieurs. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ou pas sur quelque chose dans la journée. Bah moi, écoute, il y a pas un concept où je suis genre fan de genre ou quoi. Moi, je suis extrêmement fan de cinéma, donc je suis extrêmement ouvert, on va dire, à toute proposition cinématographique, peu importe le genre. Donc, écoute, moi pourquoi pas. Moi, dès qu'il y a du film à regarder intéressant, je regarde. C'est beau. Voilà. C'est beau, c'est très bien. C'est une belle parole. Ça peut être le mot de la fin d'ailleurs. Voilà. Ok, bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se dit à la semaine prochaine pour une autre rediffusion. Et puis à bientôt. Eh bien, ça Allez, marche. À bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.